Je remercie la faculté de médecine sans laquelle rien n'aurait pu être possible, l'organisation de cette journée, en partenariat avec l'IMRED qui héberge la chaire Smart City, philosophie et éthique. Le thème de ce soir est liberté et traçabilité, les grands enjeux de la santé numérique. Vous l'aurez compris, ce thème n'est pas seulement un thème d'actualité, un thème à la mode. Il représente un vrai enjeu de société pour les années à venir. Pour en débattre, nous avons 3 invités de marque. Laurence Vanin, titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique, HDR en philosophie à l'Université Côte d'Azur, philosophe, essayiste, auteur de 22 ouvrages qui s'interrogera sur la data traçabilité, le nouveau virus. À ses côtés, Pascal Sassini, PUPH, professeur de santé publique, spécialiste en informatique de santé et biostatistique, directeur du laboratoire Rétine à la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur, qui interviendra sur la question de l'identité numérique. Ils sont accompagnés pour cette table ronde par notre invité d'honneur à distance, que j'ai le plaisir de vous présenter. Il s'agit de Gaspard Koenig, notre invité d'honneur, qui est philosophe, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont La fin de l'individu. Il a également été la plume de Christine Lagarde, alors ministre de l'économie. Il fonde en 2013 le think tank Génération Libre, dont le classement européen force le respect. Il nous fait le plaisir de traiter ce soir le thème de SOS Bonheur. À travers ces 3 regards croisés, nous pourrons nous interroger si les données ne tendent pas à lisser la société, si nous ne sommes pas en train de nous asservir au numérique. Nos 3 invités vont intervenir en premier, puis nous aurons un temps d'échange avec la salle, qu'elle soit réelle ou virtuelle, à travers le chat, avant la conclusion par notre doyen qui nous rejoindra. Sans plus tarder, je cède la parole à Gaspard Koenig pour son intervention. Bonsoir à tous. Je suis vraiment navré de ne pas être là en chair et en os. Je ne m'habitue pas à ces conférences à distance. D'ailleurs, en termes de traçabilité, je pense que les terms and conditions de Zoom nous mettent pour toujours dans des serveurs Mathieu, californiens. on n'entend pas le son du professeur Koenig ici. Ah, vous ne m'entendez pas? C'est embêtant ça. Moi, j'ai mon micro branché. Vous m'entendez dans l'amphi ou pas? Oui, ça y est, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Alors, je réitère pour ceux qui n'avaient pas entendu mes regrets de ne pas être là en chair et en os et le fait de ne pas arriver, qui est en fait un peu dans notre sujet d'ailleurs, de ne pas arriver à m'habituer à ces conférences et à ces cours virtuels où en fait je ne regarde que moi dans l'écran en face. Et que d'ailleurs, tout ça, en parlant de traces, est probablement enregistré à travers les Terms and Conditions de Zoom dans des serveurs californiens. Et donc, ça nous amène directement à notre thème du jour. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, j'ai beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai travaillé à ma manière, mais ce que je fais depuis des années, c'est que j'essaye de mêler les idées aux expériences de terrain, au reportage, notamment en partenariat avec Le Point. Et donc, j'ai passé 4 mois à faire une sorte de tour du monde de l'intelligence artificielle, des États-Unis à la Chine, en passant par Israël et bien sûr l'Europe, pour rencontrer les chercheurs, les entrepreneurs, les artistes, enfin tous ceux qui tournent autour du sujet, et bien entendu de nombreux médecins, à la fois en Californie et en Chine, et des startups, notamment en Israël, qui travaillent sur les derniers objets connectés, les dernières IA qui permettent d'identifier des maladies auparavant indétectables. Donc, ça ne me donne pas une grande légitimité dans le domaine, mais sur la data elle-même, le think tank que je dirige a publié
de nombreux rapports sur la propriété des données personnelles. Et donc, les deux thèmes se recoupent, et comme j'espère vous le montrer dans cette petite intervention. D'abord, pourquoi je l'ai intitulé SOS Bonheur? C'est une BD qui fédère un peu la communauté de ceux qui l'ont lu, qui se reconnaissent entre eux. C'est une BD de Van Hamme des années 80. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à la connaître ici. Et une des histoires qui est mise en scène dans cette BD très politique, en fait, c'est celle d'une assurance santé extrêmement intrusive, donc une dystopie, et qui forge un monde où il y a d'un côté les affiliés, et les affiliés à cette assurance santé sont bien sûr soignés gratuitement, mais sont sous surveillance constante, ne peuvent pas s'embrasser quand c'est trop humide pour ne pas passer les virus, par exemple, et peuvent voir la police sanitaire débarquer chez eux pour vérifier que leur chambre à coucher est bien tenue. On n'en est pas très loin aujourd'hui. Au moment de vous parler des inspecteurs de la CAF, enfin, il y a des choses très, très similaires qui se passent. Et puis de l'autre côté, vous avez les désaffiliés. Donc on laisse, c'est un monde libre quelque part, puisqu'on laisse la possibilité à certaines personnes de ne laisser aucune trace, de disparaître en fait de la surface de la société. Mais évidemment, les désaffiliés, dès qu'ils ont un problème, en l'occurrence dans la BD, le fils de l'un d'entre eux attrape le tétanos, ils ne peuvent que prier et se débrouiller pour survivre, puisqu'ils n'ont pas accès au système de santé. Et au fond, on peut dire, regardez, c'est juste, parce que tous ceux qui, surtout avec la perspective des data aujourd'hui, on peut dire tous ceux qui acceptent la surveillance, qui acceptent le contrôle, contribuent également au système, parce qu'à travers les données qu'ils fournissent, ils contribuent à nourrir des algorithmes qui, eux-mêmes, vont leur proposer des solutions de santé qui peuvent être des solutions tout à fait pertinentes. Et donc, quelque part, celui qui refuse le contrôle est un passager clandestin dans le système de santé, essaye de bénéficier de quelque chose auquel il ne contribue pas, et en ce sens, il peut paraître assez juste de lui dire, dans ce cas-là, tu te débrouilles tout seul. Et c'est donc ce qui se passe, et est-ce que c'est le prix à payer est-ce que la désaffiliation est notre seul avenir possible? C'est le sujet que je vais essayer de traiter dans cette intervention. Et alors, d'abord, sur cette question de la santé connectée, j'aimerais distinguer le point de vue même si c'est peut-être un peu binaire, le point de vue du médecin et le point de vue du patient. Et il me semble que du point de vue du médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, la trace est fondamentale, elle est bonne, et toute trace est bonne à prendre. C'est grâce à la trace qu'il peut forger des théories et des instruments pour guérir, et c'est son seul but. Le médecin n'a pas à se préoccuper de vie privée. Son seul objectif, celui pour lequel il a prêté serment, c'est de prolonger la vie biologique. Et donc, sa définition de la santé et de son métier dans la santé, c'est de tout faire pour prolonger la vie biologique. Et il est évident que la trace l'aide en ce sens. Et donc, la collection maximale de la trace est bénéfique au système de santé. C'est exactement ce qui se passe avec les... Donc c'est le principe qui régit l'intelligence artificielle, qui est un principe empirique de corrélation. Et la médecine est une science empirique qui, tout au long de son histoire, a essayé de trouver des corrélations entre des symptômes et des maladies. L'intelligence artificielle ne fait qu'augmenter le champ possible de la corrélation. Et en ce sens, elle prolonge l'histoire de la médecine de manière parfaitement logique. J'ai par exemple vu pendant mon tour du monde, c'est une start-up en Israël, justement, que j'évoquais au début, qui mettait en place un outil de reconnaissance vocale qui permettait, en fonction du son de la voix, de déterminer les risques d'arrêt cardiaque. Et au fond, peu importe la cause, à partir du moment où la corrélation est assez forte, plus il y a de données qui rentrent dans le système, plus il y a de traces, de data qui rentrent dans le système, plus l'algorithme peut être en mesure d'opérer cette corrélation. Et au fond, la causalité importe peu. Est-ce que c'est telle tonalité de voix? Pourquoi la voix baisse quand la personne est défaillante du cœur? Peu importe, l'essentiel, c'est de les repérer. Et pour ça, il faut beaucoup de matière, et pour
pour avoir beaucoup de matière, il faut collecter beaucoup de traces. Ce qui fait que quand on dit « Ah, c'est incroyable, une IA a battu les 10 meilleurs médecins américains pour reconnaître des tumeurs sur des scans ». En fait, on se trompe dans les termes qu'on utilise. Ce n'est pas une IA qui a battu 10 médecins, parce que l'IA, elle est faite de quoi? Elle est faite de l'intégration des corrélations trouvées par des millions de médecins et d'étudiants en médecine qui ont labellisé des scans en disant « Attention, ici il y a une tumeur, ici il y a une tumeur ». Et donc, au fond, l'IA n'est que l'intégration, l'agrégation du travail de traçabilité qui a été effectué par l'être humain lui-même. Et donc, il serait plus juste de dire 10 millions de médecins et d'étudiants en médecine dont le travail a été synthétisé par une IA ont battu 10 médecins, et quoi de plus logique, quoi de plus normal. Alors, ça, c'est du point de vue du médecin, et du point de vue du médecin, la trace, me semble-t-il, ne pose absolument aucun problème déontologique, au contraire. Maintenant, je passe au point de vue du patient ou du citoyen. Et il a le droit, le patient ou le citoyen, d'avoir une autre définition de la santé. Si la définition de la santé par le médecin, c'est la prolongation de la vie biologique, la définition de la santé par le citoyen, une des définitions possibles en tout cas, c'est cette formule d'un médecin du 19e siècle que j'avais trouvée dans Le Normal et le Pathologique de Canguilhem. Je crois que le médecin s'appelle Le Riche, et la formule, c'est le silence des organes. La santé, c'est le silence des organes. Donc en fait, la santé est définie de ce point de vue-là comme le fait de ne pas être malade. Elle est définie négativement. En fait, la maladie, c'est d'ailleurs ce que dit Canguilhem, la maladie est la probabilité la plus forte. Chacun va tomber malade un jour. Et c'est la santé qui est l'exception, c'est ce silence. Ce silence est bien sûr trompeur, car nous couvons toujours toutes sortes de maladies et la vie se termine dans une maladie. Mais en même temps, c'est ce silence qui, quelque part, nous permet de vivre dans cette douce illusion de l'immortalité. Et il est possible qu'il y a quelques siècles, le silence des organes ait été très difficile à obtenir parce qu'on souffrait tout le temps. On souffrait tout le temps, on n'avait pas d'antidouleur. Quand vous lisez le journal de voyage de Montaigne, par exemple, qui est publié en 1580 et que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière, en fait, c'est un journal des petits bobos. Constamment, beaucoup plus qu'aujourd'hui, en fait, on inspecte ces petites douleurs. Et constamment, on s'en affole parce que la moindre douleur peut devenir catastrophique. Et on souffre tout le temps. La société de la Renaissance est une société de mal-être perpétuel. Mais est-ce que la médecine prédictive, la médecine connectée, n'est pas en train justement finalement de nous faire renouer avec cet état d'inquiétude permanente, qui n'est plus lié à la douleur, mais qui est lié au bruit que va produire la connexion, la trace. À partir du moment où vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours monitoré, où le moindre battement de paupières, le moindre battement de cœur peut être un signe à interpréter. Tout est interprétable. Et où par ailleurs, vous vivez dans une zone de risque où l'on vous dit, notamment en utilisant vos données génétiques, où l'on vous signale les probabilités d'apparition de telle ou telle maladie, en fait, vous vivez toujours malade et vous empêchez à ce silence des organes d'advenir. Et ce que je veux dire par là, c'est que le patient, le citoyen, peut légitimement préférer le silence, même si ce silence est trompeur. Et donc, il peut préférer, et quelque part, peut-être lui faut-il un certain courage existentiel pour ça, en disant bah oui, je prends ce risque de vivre dans le moment présent. Il peut préférer la déconnexion. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines concernant la trace. On est dans une société qui, peut-être par angoisse métaphysique, adore faire et laisser des traces. Et Sartre disait que éliminer la trace, comme en laissant comme une trace de ski qui est recouverte par la neige, c'est aussi accepter notre finitude.
C'est une forme d'honnêteté existentielle. En tout cas, mon point, c'est que la définition de la santé par le patient va à l'encontre, ou peut aller à l'encontre en tout cas, de celle du médecin. Alors, comment réconcilie-t-on les deux? Eh bien, tout dépend de ce qu'on entend par une politique de santé publique et surtout, je pense que le point nodal de ce conflit est celui de la propriété des données. À qui appartiennent les données de santé qui sont prélevées par les médecins, par des machines que nous n'avons pas inventées, mais qui sortent, si je puis dire, en tout cas qui émanent de notre propre corps. Aujourd'hui, il faut être conscient que d'abord, de manière générale, la data, qu'elle soit de santé ou autre, n'est pas soumise au droit de propriété. Elle est soumise à un certain nombre de régulations, de droits formels. Vous avez des droits et des obligations liées à la manipulation des données personnelles, mais la patrimonialité n'est pas en jeu. La data n'est pas considérée comme un bien sur lequel vous pourriez exercer votre propriété. Et c'est particulièrement frappant dans le domaine de la médecine, puisque en France, par exemple, toutes les données de santé que vous livrez à votre médecin généraliste sont intégrées, alors si je ne me trompe pas, parce que j'avais étudié ça il y a quelques années, peut-être que ça a un peu changé, mais je ne pense pas, sont intégrées à une immense base de données, qui est une des meilleures bases de données du monde, les médecins dans la salle me le confirmeront ou non, qui s'appelle le SNIRAM. Et ce SNIRAM est ensuite utilisé à des fins de recherche. Il y a régulièrement d'ailleurs des polémiques pour savoir si les entreprises privées, qui elles aussi font de la recherche en médecine, peuvent avoir accès aux bases du SNIRAM. Le NHS britannique avait une pratique assez différente jusqu'à maintenant, avec la possibilité pour chaque patient d'opt-out, c'est-à-dire de dire « moi, je ne communique pas mes données au système central ». Mais la pandémie a, pour des raisons évidentes, accéléré la tendance à la centralisation, et le grand débat en Angleterre depuis un mois, c'est la création du, je cite, General Practice Data for Planning and Research, qui est une sorte de grand SNIRAM. Et si vous n'avez pas si vous ne vous en êtes pas exclu à temps, je crois qu'il reste quelques semaines aux Britanniques pour son opt-out, eh bien, vos données sont à partir de maintenant intégrées et donc peuvent être utilisées par la collectivité à des fins de recherche et aussi évidemment de pistage épidémiologique. Et tout ça se fait dans la plus parfaite légalité parce que, encore une fois, vous n'êtes pas propriétaire de vos données. J'aimerais bien comprendre pourquoi on n'est pas propriétaire de nos données, et vous verrez qu'en fait, c'est très lié à l'histoire du corps et à l'histoire de la médecine. Et j'aimerais vous raconter pour cela une petite histoire qui est celle de John Moore. John Moore était un patient américain, californien, atteint d'une leucémie au début des années 80. Il a été opéré et les médecins ont trouvé que ces cellules avaient certaines propriétés rares. Ils ont donc extrait des cellules de ces tissus à son insu. Ils en ont fait une lignée germinale qu'ils ont ensuite revendue à des laboratoires pour une somme de plusieurs millions de dollars. Tout ça pendant que John Moore était sous anesthésie et ne voyait rien de ce qui se passait. Et quand John Moore s'est réveillé, puis a pris conscience de tout ça, il a dit « mais attendez, mais c'est mes cellules. Donc, moi aussi, j'ai droit à une part, en tout cas, du produit de mes cellules. J'ai fourni la matière première. Certes, je n'ai pas fait la transformation, mais enfin, dans la chaîne de valeur qui est issue de mes cellules, le producteur, c'est-à-dire moi-même, a bien droit à quelque chose. » Alors, s'en est suivi une jurisprudence de 8 ans, absolument passionnante, tranchée par la Cour suprême de Californie, qui a décrété, et c'est une jurisprudence qui est toujours en vigueur aujourd'hui, que non, ces cellules n'appartenaient pas à John Moore, qui pouvaient être dédommagées parce que, notamment pour tromperie, parce qu'on ne lui avait pas expliqué ce qui allait se passer, et qu'en aucun cas il pouvait être rémunéré parce que ces cellules n'étaient pas considérées comme un bien. Et pourquoi n'étaient-elles pas considérées comme un bien? Parce qu'elles émanaient de son corps et que le corps ne nous appartient pas. D'ailleurs, la Cour suprême
dans ses attendus, ne s'y trompe pas, elle explique que c'est une question métaphysique. Et c'est effectivement une question métaphysique, car depuis saint Paul et depuis l'Épître aux Corinthiens, l'homme est exclu de la propriété de son propre corps. Le corps appartient avant tout à Dieu, et comme le dit la doctrine catholique encore dans les années 50, nous n'en sommes que l'usufruitier. Et aujourd'hui, dans une société sécularisée, ce principe est resté. C'est un principe bien connu en droit français, qui est celui de l'indisponibilité du corps. Et je pense que la même question se pose pour les données. Et d'ailleurs, les juristes refusent aujourd'hui l'idée d'une patrimonialité des données personnelles, pour la même raison que la Cour suprême de Californie refusait de donner à John Moore la propriété de ses cellules, parce que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Et donc, les données ne sont pas plus soumises au droit de propriété que des cellules. Et donc, vous n'avez pas, du coup, me semble-t-il, dans cette histoire de traçabilité, vous n'avez aucun rapport de force possible. Vous n'avez aucune négociation possible, plutôt, entre le patient et le médecin. Parce que le médecin va vous dire, écoutez, c'est pour votre bien, et moi j'ai prêté le serment d'Hippocrate et je suis obligé de faire votre bien, et 2, c'est pour le bien de la collectivité. Et donc, si vous n'en voulez pas, il faut, comme dans SOS, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut, comme dans SOS Bonheur, vous désaffilier. Un récent rapport sénatorial qui fait froid dans le dos, qui est paru il y a 15 jours, je crois, qui s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques », explique que désormais, il faut mettre les outils en place pour qu'en cas de crise sanitaire, l'État puisse prélever l'ensemble des données personnelles, données médicales, mais aussi données de géolocalisation ou données internes aux entreprises. C'est tout à fait la logique de l'utilisation de l'IA en Chine aujourd'hui. C'est l'idée que les données forment un grand tout, un grand lac, et que pour le bien commun, le gouvernement gère ce grand lac que nous contribuons tous à alimenter. Et si, comme moi, on plaide pour une propriété, d'abord pour une propriété de soi, qui est donc le fondement métaphysique de tout ça, propriété de son corps, et par voie de conséquence, pour une propriété des données qui en émanent, alors vous voyez qu'on change complètement de perspective. On dit, en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'abord et avant tout la santé publique, mais la manière dont chaque individu entend gérer sa propre santé. Et là, c'est pas, du coup, si vous introduisez une propriété, vous n'avez plus un choix binaire entre vous affilier ou vous désaffilier, comme dans SOS Bonheur. Vous avez toutes sortes de choix intermédiaires, où en contrôlant les données qui émanent de vous, vous pouvez choisir lesquelles vous souhaitez partager, à des fins de recherche par exemple, ou lesquelles vous souhaitez garder par devers vous, et ce sans que la CNIL ait à s'en mêler. Chacun opérant ses propres choix, comme vous faites en fait avec les biens qui vous appartiennent, ceux que vous souhaitez vendre, ceux que vous souhaitez garder, ceux que vous souhaitez léguer, ceux que vous souhaitez donner. Et à ce moment-là, chacun, quelque part, contribuerait au système, mais à sa manière, avec ses propres limites. Et du coup, l'éthique l'éthique médicale serait déterminée non pas au niveau général pour tout le monde, mais par chacun. Et donc, vous pourriez établir à ce moment-là un traitement différencié, de sorte que, qu'est-ce qu'on appelle une politique de santé publique aujourd'hui? C'est une politique qui optimise la longueur, la durée de vie de chacun. Peut-être que dans le système que je propose, une politique de santé publique serait une politique qui donne à chacun les moyens de déterminer ce qu'il souhaite faire de sa santé, sans y porter de jugement, en lui donnant l'information nécessaire, mais ensuite en le laissant donc propriétaire de lui-même, comme on disait, tout ça, je pense, est assez cohérent, et donc en le laissant décider pour lui-même de l'arbitrage qu'il souhaite faire entre risque, et risque de mourir, et existence.
et prolongation de l'existence. Et vous voyez que dans le traitement d'une situation épidémique, ce genre de paradigme changerait tout à fait la manière dont s'organise la réaction, légitime par ailleurs, du gouvernement. Et cette propriété des données, donc des données personnelles et des données de santé, de ce qui émane de soi, permettrait à la fois de continuer à faire avancer la recherche, parce qu'il y a toujours des gens qui partageraient, voire qui seraient rémunérés pour leurs data, mais en même temps rétablirait une chaîne de valeur économique qui justement rémunère le producteur, rémunère John Moore, mais rémunère chacun d'entre nous pour ce que nous produisons, qui contribue in fine au profit ensuite d'un laboratoire pharmaceutique, et empêcherait à un biopouvoir trop intrusif d'advenir. Parce que nous aurions à tout moment la possibilité de reprendre par devers nous des datas en disant mais non, mais ça, en fait, je ne souhaite pas le mettre en pâture, le laisser public, indépendamment même des questions d'anonymisation des données. Car le problème du partage universel de la donnée, ce n'est pas seulement que vous la partagez, après tout, peu importe si elle est anonymisée, mais c'est que vous êtes en retour nudgé, incité à vous comporter de telle ou telle manière. Et c'est ce cercle vicieux qui, me semble-t-il, empêche l'exercice du jugement. Voilà, je pense qu'on est à peu près au bout de la demi-heure, mais quoi qu'il en soit, j'ai fini. Donc, ce n'est pas SOS Bonheur que je propose, et je pense que justement, pour résumer, SOS Bonheur pose une très bonne question, très contemporaine, qui met en place un choix binaire, mais qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de personnaliser en fait ce choix, et que pour ça, il faut des outils juridiques, comme la patrimonialité des datas, qui n'existent pas aujourd'hui, et qui permettent aux patients de résister, ou de proposer en tout cas une autre voie au médecin qui, lui, par ailleurs, est parfaitement légitime, encore une fois, dans son rôle, qui a prêté le serment d'Hippocrate et auquel on ne demande pas autre chose que de prolonger l'existence physique. Voilà, je cède la parole alors à mes... Merci, professeur, merci beaucoup. De la question de la trace ou des traces à la question de l'identité, qu'elle soit numérique ou pas, il n'y a qu'un seul pas. Et je cède donc la parole au professeur Stassini. C'est bon, ça doit aller. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence à ce premier séminaire. C'est une première pour nous. Finalement, c'est une sorte de, entre guillemets, de sortie du déconfinement. Hier soir, c'était la fête de la musique. Ce soir, c'est la fête des données. Demain, ça sera peut-être autre chose. Alors, 30 ans d'expérience dans le domaine du traitement de l'information médicale font-ils de moi un bon expert pour traiter de l'identité numérique en santé? Vous en jugerez. Je remercie très sincèrement Laurence Vanin de m'avoir mis le pied à l'étrier pour m'engager dans une réflexion un petit peu méta, prendre un peu de recul sur l'histoire et les résultats des actions que j'ai pu conduire depuis un certain nombre d'années, donc 30 ans, dans ce domaine d'informatique de santé. Pour vous faire sourire, je me souviens du premier cours que je donnais en 92 dans ce même amphi devant un public d'étudiants de deuxième année de médecine. Il s'intitulait « La CNIL et les droits des patients ». Nous étions loin de l'identité numérique, pour autant les fondamentaux de la réflexion et les enjeux mobilisateurs n'ont pas trop vieilli. Si vous me demandez de décliner mon identité,
Je vous répondrai assez facilement. Pascal Stassini, né le 23 juillet 1961 à Cannes, Alpes-Maritimes. Ce faisant, vous avez instinctivement fait un parallèle entre mon âge calendaire au civil et la vraisemblance de la caractéristique 30 ans d'ancienneté et d'expérience dans le traitement de l'information médicale. Si vous cherchez Stassini sur Google et que vous choisissez images, j'invite et je salue certains de mes amis qui sont connectés pour voir à quoi je ressemble. Vous voyez non seulement différentes images plus ou moins flatteuses, mais aussi le portrait de mes copains ou des personnes avec qui j'ai travaillé. Mais vous irez plus loin dans la déduction. On y voit des couvertures de livres, l'identification d'un colloque, c'est Gamed, l'identification d'un master ingénierie de la santé, l'identification de la commune de Saint-Paul-de-Vence, des likes de tweets, les adresses qui diffusent ces images, et de vous interroger sur certaines de mes activités. Organisation de colloques, intervention à des congrès, rédaction d'ouvrages, enseignant de master, activité politique au sein d'une commune. Si vous voulez que je justifie mon identité, je vous fournis un document, une pièce d'identité dont la possession et le processus de fabrication impliquent ce qu'on appelle un tiers de confiance. Un tiers certificateur qui atteste que le porteur est bien celui qu'il dit être. L'identité est ce qui permet de différencier sans confusion, sans erreur possible, une personne, un animal ou une chose des autres. C'est un ensemble d'informations qui permettent d'individualiser quelqu'un, nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance, empreinte digitale, empreinte génétique. Depuis le 1er janvier 2021, peut-être que certains le savent, d'autres non, chacun d'entre nous possède officiellement une identité nationale de santé qui est utilisée pour référencer les données de santé. Il est écrit sur le site de l'Agence du numérique en santé. Ce référencement des données de santé avec l'INS, Identité nationale de santé, est indispensable afin d'éviter des erreurs d'identification des personnes prises en charge. L'INS provient des bases nationales de référence et doit être qualifiée pour pouvoir être utilisée. Elle comprend le matricule INS, pour faire court, votre numéro de sécurité sociale. Si vous en avez, mais en principe maintenant tout le monde en a un. Il y a quelques décennies de cela, ce n'était pas le cas. Et 5 traits, nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance. Dans le domaine juridico-administratif, l'identité résulte donc d'un processus d'identification que vos parents et la société ont engagé à votre naissance. Cette identité identifiante identifie le sujet comme étant identique à lui-même et renvoie donc à son unicité. Cette unicité juridico-administrative est pourtant mise en défaut. J'en veux pour cela des études qui ont été effectuées dans le cadre de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, lorsqu'on a effectivement commencé à numériser au niveau national l'ensemble des donneurs et des receveurs. Eh bien, 1% des sources d'erreurs d'incompatibilité ABO, qui aboutit à la mort du patient, eh bien 1% de ces sources d'erreurs proviennent d'un phénomène de collision. C'est-à-dire que l'on a donné le même identifiant à 2 personnes différentes, en d'autres termes que les 2 personnes ont la même identité administrative, même nom, même prénom, même date de naissance. Et ce qui les différencie est la nature de leur groupe sanguin ABO-Rhésus. Avec la mise en place des systèmes d'information hospitaliers, la création des dossiers médicaux électroniques, la connexion de bases de données entre elles pour l'échange et le partage des données, on a parlé tout à l'heure du colloque singulier médecin-malade, mais c'est vrai que maintenant, on est plus dans des logiques de plus en plus, en fait, pas plus, mais de plus en plus pour certaines pathologies, en réunion de concertation pluridisciplinaire et surtout, le patient est intégré dans le processus décisionnel. Donc, on voit bien qu'il y a lieu de travailler, alors je ne sais pas si c'est un lac, un puits, en tout cas, devant un ensemble de données que l'on consolide justement avec cet identifiant. Et donc, cette mise en place a donné lieu à un dispositif national d'identito-vigilance. Alors, je ne vais pas refaire un cours sur les vigilances. Les premières ont été celles de la pharmacovigilance. Mais celles qui ont donné le plus à parler, c'est l'hémovigilance dans le cadre
malheureusement des transfusions de sang qui ont contribué à la dissémination du virus du sida. Et donc, il y a eu tout un arsenal législatif qui a été construit autour de cette vigilance et qui a essaimé dans ces dispositifs, finalement, au niveau national. Donc, ce dispositif de veille permanente est censé garantir aux professionnels que les données qu'ils consultent appartiennent bien au bon patient. Ce dispositif concerne à la fois le processus d'identification et son résultat, l'identifiant. Il utilise des caractéristiques ou traits qui sont classés par confidentialité croissante. Ce qu'on appelle les traits stricts, paradoxalement, sont des informations peu confidentielles, informations minimales pour identifier le patient. Elles sont plus ou moins permanentes, le nom, famille, usage marital, les prénoms, la date de naissance, le sexe. Ensuite viennent ce qu'on appelle les traits étendus, informations supplémentaires, faciles à obtenir, un petit peu moins confidentielles, plus variables, l'adresse, le numéro de téléphone. Je suppose que vous ne donnez pas votre numéro à qui le veut. Et puis, ce qu'on appelle ensuite les traits complémentaires. Ce sont des informations beaucoup plus confidentielles qui peuvent être d'ordre administratif ou médical. Il s'agit de la nationalité, des informations de santé, groupe sanguin, allergie, régime de sécurité sociale, numéro d'assurance, informations biométriques ou socio-professionnelles. À ce jour, ce dispositif est très bien codifié et prend sa pleine dimension dans la mise en place des groupements hospitaliers de territoire qui, par construction, doivent partager les données de santé des patients. Petit clin d'œil, ce dispositif n'existe pas pour la médecine ambulatoire. Alors, il me paraissait important de pouvoir préciser ces éléments autour de l'identité numérique du matricule, généralement composé de chiffres, voire alphanumériques, utilisés par les systèmes d'information, en particulier ceux utilisés dans le domaine de la santé, assurance maladie ou dossier médical personnel. Cette identité résulte bien d'un processus d'identification connu et surveillé. On parle d'identité validée, vérifiée, quantifiée, qualifiée par un tiers de confiance sur la base de caractéristiques fournies par le sujet. Je dirais volontiers que cette identité numérique ne représente rien d'autre qu'une combinaison valide et validée de caractéristiques ou traits permanents, apparents ou plus cachés, dans le seul et unique but de créer et d'attribuer à un sujet un identifiant fiable et unique. Alors continuons maintenant dans le champ de l'identité numérique, celle qui émerge à la fin des années 2000, à l'explosion des blogs, des applications de messagerie instantanée, des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Dans ces espaces virtuels, le sujet s'exprime, s'expose, expose des idées, commente, donne son avis, expose des faits, interagit avec d'autres sujets. Au nom d'une certaine liberté d'expression, d'une certaine forme de transparence de l'information, ces espaces virtuels qui sont facilement accessibles en un clic deviennent au fil du temps numériques, c'est-à-dire très rapidement. Le temps humain et le temps du numérique ne vont pas à la même vitesse. Deviennent donc des espaces ouverts ou privés. J'ai tout de même un petit peu de mal de comprendre ce que pourrait être du privé, mais on pourra y revenir. Une agora virtuelle indexée dans laquelle se côtoient l'utile, l'inutile, le factuel, l'existence, le faux, le vrai, le prouvé, etc. Il est intéressant de noter tout de même la mécanique de régulation de Wikipédia, et ça c'est un point sur lequel on pourra revenir, qui par son dispositif de traçabilité des actions d'ajout, de suppression, de modification, est censé donner du crédit aux informations qu'il met à disposition de tous. Souvent mes étudiants me demandent, mais monsieur, dans Wikipédia, c'est une source comme une autre, il y a un dispositif de traçabilité qui existe, à nous de l'approprier. Alors, sauf dans certains cas, et en préparant cette intervention, on travaillait avec Laurence et qui m'a fait part de, malheureusement, toutes ces dérives d'un profil qu'elle n'a pas créé sur Wikipédia et que quelqu'un a créé pour elle et pour lequel elle a eu beaucoup de mal pour, entre guillemets, redonner une certaine vérité aux faits qui étaient prononcés. Donc, deuxième élément dans mon propos, certes, un dispositif qui nous garantit que celui qui dit être peut le prouver. L'exemple de Laurence, si tant est qu'on puisse lui faire porter cette responsabilité.
montrent le contraire. Donc, dans ce nouveau contexte d'analyse et d'usage, l'identité numérique se façonne ou s'informe, au sens latin, formare, donner forme, par l'habituation du corps à interagir avec le dispositif dans une sorte de processus de modelage et de remodelage, une représentation au travers d'un certain nombre de caractéristiques que vous pouvez démasquer, masquer, etc. En d'autres termes, les interfaces numériques changent le regard porté sur soi, et c'est là toute la subtilité de savoir si on peut interagir dessus et finalement forcer le regard sur une représentation de soi qui ne nous correspond pas. On comprend dans cela que l'impact des pratiques de communication informatisées sur la perception de soi et la représentation de l'entourage social est un enjeu sociétal de première importance. Les récents événements dramatiques de harcèlement virtuel illustrent cet aspect. Alors le numérique, je dirais que c'est le factuel d'un possible irréel. Je m'explique, 2 plus 2 égale 4 en base 10, mais qu'est-ce que 4? Que représente 4? En d'autres termes, le numérique renvoie à des règles de construction et d'assemblage. Mais en l'occurrence, la transposition numérique de la présence ou non d'une caractéristique par 0 ou 1 est-elle judicieuse? C'est un des éléments sur l'intelligence artificielle. Nous reviendrons plus tard sur cet élément. Parce que dans le domaine de la santé, à l'aune de la décision artificielle, je m'interroge, fumer ou ne pas fumer, 1 ou 0? Telle est la question. Si c'est par rapport à la détermination d'un cancer pulmonaire, vous pouvez en avoir un sans avoir fumé, volontairement, mais respirer une atmosphère qui comportait des goudrons. L'identité numérique a pris corps parce que les systèmes de navigation stockent, on le sait désormais, l'ensemble des traces numériques qu'une personne laisse sur Internet. Toutes ces informations laissées au fil des navigations sont collectées par des moteurs de recherche et sont rendues publiques. Une identité numérique peut être constituée par un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP de sites visités, des favoris, des commentaires. Les usages nous permettent également de constater que l'identité numérique est constituée des statuts que le sujet partage volontairement sur Internet avec les autres membres de ces différents groupes d'appartenance, puisque c'est la croissance du dispositif qui a été finalement mise en œuvre au fil des années. Dans le domaine de la santé, eh bien, il y avait des premiers forums d'expression des patients avant que Google rachète l'ensemble de ces news. Et derrière, les échanges qui étaient faits représentaient bien les patients, puisqu'ils, entre guillemets, disaient quelles étaient les thérapies qui les soignaient et surtout commentaient les professionnels de santé. On retrouve maintenant cela dans Doctolib, hein, rassurez-vous. 30 ans ou 40 ans après, mais les choses sont de ce même acabit. Alors, quand on s'intéresse sur un modèle, finalement, de ce que peuvent être les composantes de l'identité numérique, il y a différents modèles, dont un qui est assez facile à comprendre, de Fanny George. On a l'identité déclarative, qui se réfère aux données saisies par l'utilisateur, comme son nom, sa date de naissance. C'est l'identité civile qui renvoie à des propriétés génériques et statutaires fixes de l'individu dans sa vie réelle. Ensuite, on parle d'identité agissante, indirectement renseignée par les activités de l'utilisateur sur la toile. Ceci explique mon propos introductif où je me mettais à votre place en train de chercher qui est Stassini. Elle caractérise ce que fait la personne dans l'univers numérique, ce qu'elle est à travers ses œuvres. Ensuite, l'identité narrative, qui caractérise le récit personnel fait virtuellement en se basant sur le vrai moi, le journal intime, les surnoms, le pseudo, etc. Et puis, en dernier, l'identité calculée, on y arrive, qui résulte d'une analyse de l'identité agissante par le système, comme le nombre de likes, le nombre de communautés virtuelles dans lesquelles l'individu évolue, ou encore ses fréquentations sur les réseaux sociaux. Cette identité virtuelle caractérise donc des projections de soi sur différents axes, et en matheux de formation, derrière, quand on a à projeter un vecteur sur un espace à n dimensions, on constitue les premiers éléments de l'intelligence artificielle, qui sont l'analyse factorielle. Donc ça reste toujours vrai.
Et ça, c'est intéressant de savoir finalement que cette cartographie de l'identité numérique comporte désormais, d'un point de vue purement factuel, dans les moteurs d'IA, les coordonnées, les certificats d'authentification, l'expression, ce que je dis, les avis, ce que j'apprécie ou pas, les hobbies, ce qui me passionne, la connaissance, ce que je sais, les avatars, ce qui me représente, l'audience, qui je connais, la consommation, ce que j'achète, la réputation, ce qui est dit sur moi, la profession, ce que je fais, la publication, ce que je partage. Donc toutes ces caractéristiques, finalement, rentrent dans ce moteur, entre guillemets, qui confère donc cette identité calculée. Alors cette, entre guillemets, identité dans une vie interfacée, finalement, eh bien, on va dire, nous informe les autres sur ce qui n'a pas de forme dans le réel. Mes centres d'intérêt, mes pensées, ce sont des... On parlait tout à l'heure de corrélation. Effectivement, on peut parler de co-occurrence. Ce sont des termes qui, finalement, se retrouvent à un moment donné, ensemble. On y reviendra, mais le temps joue un rôle important. Je pense que si les jeunes, et je pense souvent à mon fils en parlant de lui, regarde son profil dans 20 ans, les choses auront complètement évolué. Est-ce que les moteurs évolueront de la même manière lorsque les variables auront été codées en 0 ou 1 et pas, entre guillemets, avec d'autres comment dirais-je, valeurs? Ça, c'est une question. Alors, cette identité calculée, vous en connaissez tous un des effets de bord. On a parlé de la Chine, dans laquelle chacun se voit attribuer un crédit social basé sur la collecte d'informations sur les réseaux sociaux et via les caméras de surveillance. Les citoyens sont notés quant à la typologie de leur fréquentation. Quand on a une mauvaise fréquentation, on peut donc avoir de mauvais points. Un autre effet de bord de l'analyse des traces, c'est plus proche de nous. Alors peut-être que vous l'avez découvert si vous êtes abonné à Office 365. Microsoft nous envoie tous les lundis matins quelque chose qui s'appelle My Analytics, avec un sous-titre intéressant. Découvrez vos habitudes, point, travaillez plus intelligemment. Et je reçois 3 indicateurs. Indicateur de collaboration, le pourcentage de temps consacré à la collaboration par une analyse de mon agenda et du nombre de personnes aux réunions planifiées. Un indicateur de bien-être, le nombre de jours de déconnexion, d'inactivité dans mon agenda, de mails, de visioconf, etc. Indicateur de réseau, le nombre de collaborateurs actifs auxquels j'ai envoyé des courriers, que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai discuté à plusieurs reprises. Et au bas du mail, il y a marqué « Si vous souhaitez vous désabonner ». Donc, de fait, en opt-in, étant abonné à Office 365, si je ne veux pas, je dois le dire. Avec ces indicateurs de résultats, certains cadres partent en burn-out, ne sachant pas facilement prioriser les demandes que déverse la boîte aux lettres en permanence. D'autres se renferment et vivent mal un harcèlement moral par l'absence de réception de mails. C'est connu, c'est quantifié. Ces indicateurs d'activité témoignent finalement de notre existence et donc de notre identité. Le fait de se voir confier une adresse mail et la reconnaissance d'appartenance à l'institution, c'est d'ailleurs sur cette base de reconnaissance du domaine de l'adresse mail que les enseignants bénéficient d'une réduction enseignant auprès d'entreprises. Tout simplement parce que le domaine est bien certifié par un tiers et donc si j'ai bien un mail de ce domaine, c'est que j'appartiens bien à ce domaine. Le troisième effet de bord est celui de la mise en place par les banques pour définir votre profil client. L'analyse des fadettes, le montant en fonction des profils de magasins et le repérage de certaines dépenses comme les paris en ligne. L'analyse de la régularité des flux financiers en entrée comme en sortie, en dépenses comme en épargne, sont autant d'éléments constitutifs de votre identité pour le banquier. À ce dernier exemple, un élément apparaît, comme je vous le disais tout à l'heure, le temps. Si l'identité civile varie peu ou pas du tout dans le temps, l'identité calculée évolue avec le temps. À un instant T, l'algorithme prend les valeurs connues pour produire une inférence identitaire. À l'instant T plus 1, l'algorithme compare la valeur obtenue avec la précédente pour produire une inférence évolutive. Je change, je ne change pas, j'évolue en bien, j'évolue en mal.
Dans un tout autre domaine, et d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur ces éléments d'identité numérique, ma première publication indexée dans PubMed date de 1998. À partir de là, ça a été l'explosion sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, les moteurs de recherche ont, on va dire, gagné en puissance. Les réseaux sociaux se sont construits là-dessus. Je pense que certains d'entre vous connaissent ResearchGate ou Advanced Research. Et on vous propose de vous abonner. En tout cas, le travail a été fait avant. Et d'ailleurs, des logiciels comme Publish or Perish, en fait, analysent vos profils. Le premier des profils, c'est Google Scholar, pour déterminer avec qui vous travaillez. Si vous travaillez, quand est-ce que vous avez travaillé, quel a été votre niveau de production. C'est très intéressant parce qu'en France, dans le secteur hospitalier, un outil a été développé de cette nature-là qui permet à chaque établissement de recevoir une compensation financière liée à la production recherche de ses chercheurs, de ses praticiens. Alors, en listant tout cela, et je terminerai sur une note qui vous rappellera le Lagarde et Michard de Seconde, si ça existe encore. Je ne peux pas m'empêcher de penser au pays du Tendre et ses 3 villes capitales. Vous vous rappelez la carte du Tendre. Tendre sur inclination, tendre sur estime et tendre sur reconnaissance. Pour aller de nouvelle amitié à tendre sur estime, il faut passer par le lieu de grand esprit auquel succèdent les agréables villages de joli vert, billets galants et billets doux. Dans cette sorte de géographie amoureuse, le fleuve inclination coule tranquille car il est domestiqué, tandis que la mer est dangereuse car elle représente les passions. La seule passion positive est celle qui est la source de nobles sentiments que l'homme peut éprouver. Le lac d'indifférence représente l'ennui. Alors, je ne veux pas faire trop de, entre guillemets, de bijection entre le lac de données et le lac de l'indifférence. En tout cas, derrière, c'est vrai que ça nous interroge tous. D'autant que si on a la prétention en tant que médecin de pouvoir maîtriser l'environnement des données du patient dans le dossier patient physique, j'oserais dire sa complète déstructuration avec le numérique interroge tous, et c'est pour ça qu'on parle de système d'information. J'oserais dire que tant que le système d'information est périmétré, on peut, entre guillemets, essayer de faire en sorte qu'on ne dépasse pas les murs. Pour autant, vous avez compris que l'essentiel de l'action d'un établissement hospitalier est de travailler avec la ville et donc forcément, on sera amené à déstructurer. Donc, il va falloir que quelqu'un d'autre arrive dans la danse et la responsabilité du patient est importante. Alors, responsabilité, peut-être un mot fort. En tout cas, sa compréhension. Et je crois que tout ce qui doit nous motiver, moi je suis dans le dernier tiers de ma carrière, je serai un patient, comme je le dis avec mes étudiants, dans pas très longtemps, je verrai un peu ce qu'ils auront appris. Malheureusement, c'est le sens de la vie, on parlait tout à l'heure de finitude, j'espère qu'elle sera la plus loin possible. Pour autant, rien n'aura été aussi crucial que ce qu'on vit là. J'ai, entre guillemets, eu des cours par les chirurgiens qui découvraient le scanner, ici, dans cet amphi. Et le scanner, pour eux, était une révolution complète parce que c'était une tranche du corps humain. Mais cette fois-ci, il fallait regarder par en bas et non pas par en haut. Et donc, c'est l'inversion complète, entre guillemets, des rapports anatomiques. Et on faisait des cours d'anatomie en reproduisant, en fait, ces coupes de scanner pour apprendre la topographie qu'on ne connaissait absolument pas, puisque jusqu'à présent, on avait des choses qui étaient plates. La radiographie d'un membre ou d'un thorax, c'est plat, c'est de face, de dos, de profil, mais certainement pas, vous n'aviez l'intimité des organes. Le riche, qui est un chirurgien vasculaire, puisque Gaspard Koenig l'a cité sur les claudications intermittentes, effectivement. Donc, le silence des organes, quelque part, est bien peut-être quelque chose de très intéressant quand on va faire varier une fréquence dans une IRM, eh bien, on va avoir plutôt des séquences tumorales ou des séquences de tissu sain. Donc, on voit bien quelque part que
les choses évoluent et que, je disais, et je terminerai là-dessus, pour engager les gens à la responsabilité de ne pas trahir quelque part le secret médical et préserver la confidentialité, c'est peut-être pas des barrières, c'est d'abord une éducation, une formation. Alors peut-être que c'est naïf, en tout cas c'est le seul moyen qu'on a pour avancer. Et puis on reviendra peut-être sur le débat sur la notion de don d'organes et de don de données. On ne fait que donner notre identité. Est-ce que le don d'organes pourra nous aider à parler de don de données? En tout cas, merci beaucoup. Merci Pascal. Donc vous l'aurez compris, l'identité, c'est évidemment la somme complexe de données, qu'elles soient vraies, fausses ou volontairement erronées, on va dire. Et à travers cette question de la donnée, c'est effectivement de voir la traçabilité de la donnée. Et donc, le professeur Vanin va nous en dire un peu plus. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que je viens d'entendre. C'est intéressant parce que nous ne sommes pas consultés et nous allons être extrêmement complémentaires. Merci d'abord d'être présent dans cet amphithéâtre en ces périodes un peu compliquées. Et puis surtout, merci à ceux qui se sont connectés parce que c'est le lancement, vous l'avez compris, des rencontres Philosophie for Smart Santé. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres rendez-vous et surtout, c'est né d'un partenariat entre le laboratoire Rétine et la chaire Smart City Philosophie et Éthique. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aborder aussi la Smart City par le biais de la santé parce que c'est un des pans de la Smart City, mais surtout parce que je crois foncièrement que toute problématique, mais ça sera peut-être le débat d'un autre sujet, mais en tout cas toute problématique de la Smart City est pour moi reliée directement ou indirectement à la santé. Alors j'aimerais vous parler de la data traçabilité et avec cette interrogation sur le nouveau virus, parce que justement je me disais, à qui penses-tu aujourd'hui? Et aujourd'hui, je me souviens, il y a un an, cette période particulière où on nous a annoncé un confinement, nous nous sommes retrouvés enfermés chez nous. Et je ne sais pas vous, mais sur l'instant, j'ai eu une sorte de sidération parce que je regardais bien sûr comme beaucoup la télévision et je passais d'une chaîne à une autre et sans jamais sortir d'une information qui pour moi à un moment donné était presque devenue anxiogène au point que je m'essoufflais à regarder cette télévision. Je me suis presque sentie dans l'état comment dire, touché au poumon à la façon dont en parle Camus, mais surtout, je me suis vue un peu comme Kierkegaard, prête à jaillir, courir au fond de la rue et crier que nous étions tous maudits. Je me suis ravisée puisque je ne pouvais pas sortir de chez moi, vous en doutez bien, et puis surtout parce que la portée de la malédiction qui a suivi le tous maudit chez Kierkegaard ne me rassurait pas. Donc je me suis dit, retiens-toi, réfléchis. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors qu'on sort tranquillement de cette période qui nous a quelque part sidérés ou figés, je me dis que finalement, il faut revenir à nos pères. Et en premier lieu, je penserai à Platon, parce que Platon disait dans la République que la société est tellement malade qu'elle ne reconnaît plus son médecin. Et j'ai envie de dire que la grande nouveauté dans la médecine, et dans la médecine avec le numérique et l'Internet, c'est que justement, quand je sors de chez mon médecin, je vais vérifier ce qu'il m'a dit sur Internet. Et cette espèce de dérive absolue. Alors bien entendu, Internet fait mentir le médecin. Et puis surtout, si on va au bout du paragraphe d'un panari, vous êtes sûr d'avoir une septicémie et donc de mourir. C'est terrible sur Internet, la façon dont on vous décrit un processus de maladie, parce que justement, tout est accumulé comme une somme de connaissances sans qu'il y ait véritablement la prise en considération non seulement de ce dont vous souffrez, et des symptômes, mais surtout de l'historique même du patient que vous êtes. Donc j'ai pensé à cette pensée de Platon, hein, la société est tellement malade qu'elle ne reconnaît plus son médecin, parce qu'en plus ça voulait dire que cette cité était en difficulté parce que quelque part elle était perdue dans des problèmes politiques. N'oublions pas la chute progressive de la Grèce antique et on s'imagine bien Platon lorsqu'il écrit la République nous expliquer qu'il y a non seulement une décadence ou une descente progressive de l'intelligence ou du monde intelligible vers le sensible qui est effarante, et en même temps, bien évidemment, il y a des questions de société qui se posent.
Deuxième point, je me suis dit, si tu penses à Platon, rend au moins un peu d'élégance à notre ami Aristote, parce que ce que nous venons de vivre nous rappelle que cette sédentarité qui nous a été imposée, puisque nous vivions entre quatre murs, eh bien, nous a amené à nous former davantage, ou encore plus vite que nous l'aurions prévu, à tous ces instruments qui nous permettent de nous connecter. On a fait des progrès, puisque je pense qu'il y a un an, si on demandait à beaucoup d'entre vous si vous saviez ou pas utiliser un Zoom pour pouvoir assister à des webinars, bien vous diriez non, je ne savais pas, et puis maintenant vous maniez ça de façon tout à fait facile. Sauf que Aristote nous dirait aujourd'hui, ça y est, il est temps d'entreprendre cette philosophie en marchant et sortir de ces quatre murs. Tout ça pour vous dire que quand vous commencez à marcher, à moins de marcher sur le sable avec une mer qui efface progressivement vos traces, eh bien ça y est, il faut passer à la trace. Qu'est-ce que j'entends par la data traçabilité? J'aurais pu dire la traçabilité des données. Mais comme je suis une philosophe un peu tordue parfois, je me suis dit que la data, pour moi, ça faisait déjà somme, ça faisait bloc. Ça me donnait l'impression que j'étais une somme de data que l'on pouvait suivre à la trace. Et en même temps, je me suis dit, mais la trace, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui marche pour laisser une trace. Donc, je me suis interrogée. Quelle trace laisses-tu, toi, en tant que sujet, qui régulièrement se connecte? Mais en même temps, je me suis dit, je suis bien embêtée parce qu'on me suit à la trace sur mes connexions et mes activités numériques, géolocalisation, recherche Google, acceptation en tout genre de règlements qui sont absolument longs pour des jeux, stockage de données, un ensemble de choses qui me concernent, ma vie privée ou autre, et puis qui vont se stocker dans un petit nuage. C'est assez sympa le nuage. On a l'impression que quelque part, vous allez prendre la foudre dans pas longtemps. En tout cas, tout ça m'a amené un paradoxe, qui est un paradoxe assez particulier, c'est que à un moment donné, être tracé, c'est être tracé par ce que j'ai donné, en tout cas ce que j'ai laissé. Hormis que lorsque je me connecte, bien souvent, eh bien, je ne souhaite pas tout donner. Et j'ai l'impression qu'à mon insu, sans que je puisse le voir, donc mes yeux sont aveugles à ce moment-là, quelque chose se passe comme si, sans vouloir entrer dans une théorie du complot, eh bien, la totalité de ce que je révèle malgré moi sur le net, eh bien, m'est un peu volée, ça m'est usurpé, voilà. La deuxième chose, j'ai l'impression aussi, lorsque je regarde certaines photos qui n'ont pas été forcément postées par mes soins, je me dis j'aimerais les enlever parce que c'était sympathique, cette fête du livre où on a dédicacé. Seulement, le profil n'était pas avantageux. Peut-être que là, je me trouvais pas à mon aise. Et j'avais bien entendu à l'esprit la pensée de notre ami Sartre qui, dans L'être et le néant, dit « j'en ai marre de ces mauvais portraits de moi ». Et donc, j'avais envie d'enlever tout ça. Mais malheureusement, c'était là, figé dans le net, et j'avais l'impression que je n'y accédais plus. Et puis surtout, ce qui est embarrassant, et vous l'avez bien compris, c'est que lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut toujours que vous validiez par un clic salvateur celui qui vous dit que vous autorisez. Alors moi, j'ai un problème avec l'autorisation parce que j'autorise quelque chose qui fait que si je suis un peu feignante, je ne lis pas jusqu'au bout. Généralement, c'est très long à lire et c'est écrit tout petit, surtout si vous regardez ça sur un téléphone. Et donc, à un moment donné, vous abandonnez et vous autorisez quelque chose sans avoir su véritablement ce que vous autorisiez. Hormis que de plus en plus, dans la vie, nous avons des contrats qui sont des deals, des clics qui font des deals, qui nous unissent à des, à des obligations que nous n'avons même pas considérées puisque nous n'avons pas lu. Mieux encore, j'ai l'impression, je vais prendre un peu des mots qu'on utilise dans la médecine volontairement, j'ai l'impression aussi qu'on entre dans quelque chose de troublant. Pourquoi c'est troublant? Parce qu'une fois que j'ai cliqué en donnant mon accord, je me rends compte également que j'oublie que j'ai cliqué, que j'avais donné mon accord. Alors déjà, je n'ai pas bien lu. Et si j'ai lu, comme je suis pris dans mon activité sur Internet et que quelque part, je vais visionner tantôt un film, tantôt lire un article sur Gaspard Koenig, tantôt je vais voir pour programmer mes futures vacances, je me rends compte que finalement, j'oublie ce à quoi j'aurais donné éventuellement une autorisation. Ce qui fait que quelque part, nous sommes tous des pratiquants amnésiques d'une application ou d'application dont les choses nous paraissent assez rapidement opaques. Donc voilà, la data traçabilité, c'est les traces laissées par toutes mes datas, tout ce que je fais sur Internet et même par rapport à mon téléphone ou même dans ma voiture, lorsqu'effectivement je me connecte pour mon GPS, je suis véritablement tracée dans mes parcours et mes déplacements.
Et je me demandais en quoi cette traçabilité, pour élargir les questions précédentes, pouvait représenter un virus, en quoi ça pouvait être une sorte de fléau, en quoi cela pouvait perturber le bon fonctionnement, peut-être pas de mon organisme, mais en tout cas de la personne qui, comment dire, en tant que sujet, s'exprime dans la cité. Et puis, bien évidemment, cette notion de virus m'a un peu sidérée parce que je me suis dit, c'est quand même, tu y vas fort en disant cette traçabilité serait une sorte de symptôme. Et là, je me suis dit, ben, prends le petit marteau de Nietzsche et va commencer à tapoter sur les pieds des idoles aux pieds d'argile pour voir si elles sont malades ou pas. Et je me suis dit, après tout, puisque un médecin écoute pour entendre le symptôme, j'ai bien compris que le silence du corps, c'est la bonne santé. Eh bien, effectivement, celui qui cherche la mauvaise santé ou en tout cas la déficience de santé, c'est celui qui va tapoter, écouter. Et parfois, il faut savoir écouter aussi les signes de la maladie de la cité ou en tout cas de la société. Donc le virus, on le sait, il invente de nouveaux gènes et j'ai l'impression que lorsque je me connecte, si j'ai déjà donné un élément qui est propice à la propagation, eh bien, malgré moi, eh bien, cet élément va produire un ensemble d'effets que j'appelle pour moi une contagion déjà, une contamination. Imaginons, aujourd'hui, je me connecte et je cherche une crème solaire. Je suis à peu près sûre que dans 1 heure, quand je me connecterai à nouveau, on va me proposer un maillot de bain. Donc en fait, le premier virus qui injecte une demande me répond par une autre. Donc déjà, j'ai l'impression d'une propagation dans les cellules virtuelles du net, d'une certaine identification qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas spécialement besoin d'un maillot de bain. D'ailleurs, je peux choisir une crème solaire pour aller skier et pour me protéger le visage. Quelque temps plus tard, vous vous connectez à nouveau et là, vous trouvez une destination soleil. Alors là, vous avez tout un catalogue de possibles voyages et vous vous rendez compte que petit à petit, on vous propose un ensemble de choses qui réduisent vos choix. Parce que vous n'avez pas encore désiré aller à la plage, vous n'avez pas encore envisagé même de voyager, que vous êtes déjà propulsé dans un ensemble de désirs que vous n'avez pas encore connus. Et c'est cette rencontre avec quelque chose qui m'est presque imposé parce que je le vois, qui me donne l'impression que c'est la fin de ma liberté. Moi, ce qui m'intéresse quand j'ai ma crème solaire, c'est de me poser dans un coin, de me badigeonner de soleil, de crème, pardon, de rester au soleil et de me dire que là, dans la fixité du moment, ma pensée seulement voyage. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour voyager. Donc je me rends compte que je suis dans une sorte d'interaction entre cet être un peu nomade qui a envie de vivre sans que la trace soit forcément suivie et cet être de liberté qui n'a pas nécessairement besoin d'être considéré comme un être prédictif ou prévisible. Et là, eh bien, je me dis, c'est embêtant tout ça, parce que j'ai l'impression d'être comme fliqué et comme suivi par tout ce qui est cyber en quelque sorte, et ça y est, on prend des termes et des mots qui commencent à nous inquiéter. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout ce que je fais, tout ce qui est inscrit dans l'Internet semble décrire un personnage comme s'il avait l'intention de décrire aussi en filigrane ma personnalité, alors que cette personnalité ne me colle pas. Par contre, les éléments qui s'affichent sur le net me collent comme un bon virus, me pénètrent, interprètent mes actes, et interprètent tellement mes actes qu'à un moment donné, je ne suis plus que la somme de mes données. Et là, je me dis, mais je préfère l'existentialisme de Sartre. Sartre me rappelle en permanence que je suis un être, pas seulement un être des lointains, comme dirait Heidegger, ou un être qui, dès qu'il est né, il est assez vieux pour mourir. Non, un être qui est toujours la somme des rôles qu'il épouse dans sa vie. Donc maintenant, je suis avec vous, je parle de philosophie. Tout à l'heure, eh bien, j'irai me promener, je rentrerai chez moi. Je vais retrouver mon chat, Marc Aurèle. Marc Aurèle, à ce moment-là, va avoir un rapport d'animal vis-à-vis de moi et nous nous retrouverons. Et c'est ça l'existence en quelque sorte, c'est la somme de ces rôles qui font que j'ai charge d'âme vis-à-vis de mon chat, je m'en occupe bien. J'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de vous maintenant, devant qui je me produis pour pouvoir, si possible, présenter un exposé qui tienne la route. Et en même temps, tous ces rôles que j'épouse en quelque sorte, eh bien je m'applique pour ne pas tomber dans la mauvaise foi, comme dirait Sartre, ni même être ce gros plein d'être qui n'est jamais à sa place au bon moment. Tout ça pour vous dire que finalement, si une intelligence artificielle collecte de la donnée, agit derrière les choses, alors que moi j'effleure des écrans,
alors que moi, je tapote simplement sur des claviers, eh bien, j'ai l'impression que l'être phénomène que je suis au moment où je m'exprime devient ontologiquement, c'est-à-dire prend une densité d'être dans quelque chose, une personnalité qui n'est pas moi. Effectivement, je souhaitais une crème solaire, mais parce que je crains le soleil, pas du tout parce que je veux voyager. Oui, je voulais une crème solaire, peut-être parce que je vais partir à la montagne, certainement pas parce que j'aime aller à la mer, etc., etc. Quelque part, j'aimerais pouvoir faire mentir la réalité qui se propose à moi. Et c'est là que, autre terme médical, cela devient pathogène. Le pathos en philosophie, c'est cette chute progressive vers la passivité. Ce moment où Platon nous disait « Attention, vous êtes dans cette caverne, vous êtes en train d'observer un écran, vous êtes en train d'observer cette paroi où des ombres défilent. Et on a l'impression que ces ombres eh bien, n'ont pas de fond. Si, elles ont une raison d'être. À l'extérieur de la caverne, des sophistes agitent des objets qui créent ces ombres. Donc, nous sommes manipulés par une sorte de doxa, par une sorte de, comment dire, dans la cité, par une sorte de classe qui, d'une certaine manière, connaît les choses et peut manipuler. Effectivement, pour les philosophes, c'est souvent les sophistes. Donc, ça devient pathogène. Pourquoi? Parce que quand je me mets devant mon écran, j'oublie de réfléchir. Ma raison est comme annihilée. Je suis sous anesthésie générale. Cette anesthésie générale fait que finalement je ne résiste plus. Et oui, j'ai choisi une crème solaire. On me montre des maillots de bain et plutôt que de zapper parce que je n'en voulais pas, eh bien je les regarde. Et peut-être que dans quelques minutes, je vais cliquer pour en commander un. Voilà, petit à petit, cet Internet qui est là et qui me propose, qui me suggère, qui me tente avec ses danses du voile, eh bien c'est un Internet qui épuise ma volonté, me fait sombrer progressivement vers la passivité, endort ma raison et ma vigilance et rétrécit mes possibles. Ça rétrécit mes possibles, pourquoi? Parce que lorsque j'allume mon ordinateur, sur les côtés, on me propose certaines choses, et vous l'avez bien compris. Si tu proposes quelque chose à quelqu'un, ça sous-entend que tu élimines toutes les autres possibilités. Quand vous entrez dans un magasin et que vous dites à un enfant au rayon bonbons, choisis les bonbons que tu veux, vous ne lui avez pas dit « va t'acheter un vêtement, va t'acheter un livre ». Vous avez déjà réduit le champ des possibles. Si vous lui donnez une certaine somme d'argent, il sait très bien qu'il peut s'acheter telle ou telle chose, il ne pourra pas aller au-delà. Donc quelque part, la liberté en elle-même est rétrécie à mesure que le champ visuel est rétréci, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je suis dans dans un effet presque tourbillonnant de rétrécissement comme dans un entonnoir qui non seulement aveugle ma raison et ma pensée, mais ensuite réduit l'espace de mes choix. Alors comme tout virus, c'est virulent. C'est virulent parce qu'on va vers l'anesthésie de la conscience, l'endormissement de la raison. Et d'une certaine façon, on est dans l'errance puisque ma faculté de juger n'est plus là. En même temps, c'est contagieux. Parce que bien évidemment, si je suis sur les réseaux sociaux et que je propage certaines doxas, certaines opinions, des copains, des copines vont les reléguer. Peut-être aussi tout simplement parce qu'au moment où je suis là, j'ai l'impression d'être en pleine activité devant mon écran. Et comme je ne bouge pas, comme je ne suis pas vigilante, petit à petit, j'entre dans un système opaque. Un système opaque qui me fait perdre le contrôle, un contrôle de ces données que je donne qui seront peut-être vendues à mon insu. Mais en même temps, ces données qui seront contrôlées, amèneront à un problème de gouvernance. Celui qui possède mes données peut gouverner et me gouverner, et en tout cas orienter mes choix, que ce soit mes choix personnels lorsque je me connecte chez moi, mais en même temps, les choix qui sont moins personnels, mais qui sont pris parce que des entreprises récupèrent ces données et en font des plans marketing. Donc on est véritablement dans une sorte d'oscillation où on ne sait plus situer, entre guillemets, ce qui relève du privé, ce qui relève du public, et un autre espace que moi j'aime beaucoup en philosophie, c'est le domaine de l'intime. C'est privé, c'est chez moi. Si c'est intime, j'ai presque envie de dire c'est la chambre à coucher. C'est un espace dans lequel je n'ai pas envie finalement que vous veniez. Et finalement, on se rend compte aussi que petit à petit, cet espace qui concerne l'intime est de moins en moins, identifié ou identifiable.
Et j'aime à dire que nous sommes des citoyens de verre, parce que non seulement nous sommes la somme prédictive de nos choix, mais en plus nous devenons transparents, y compris transparents à nous-mêmes, puisque petit à petit on nous propose des choses comme si un jumeau qui était capable de décider pour nous vienne nous présenter les choses que nous aurions désirées si dans la vie nous avions un vrai jumeau, non pas virtuel mais réel, qui nous avait influencés. Sauf qu'on a envie de s'interroger encore plus loin. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Cette perte de gouvernance de soi, cette tendance à l'émotion, cette capacité à ne plus reconnaître son médecin, ce délire qui envahit la pensée, cette hubris qui fait que finalement on pourrait tomber aussi dans une sorte d'excès qui ne nous permettrait plus la tempérance, la sagesse, la philosophie. Bien tout simplement parce que le véritable virus qui se cache derrière tout ça, selon moi, c'est la peur de la mort. Il n'y en a pas d'autre. Après tout, pourquoi prendre un GPS pour m'orienter d'un lieu à un autre? Pourquoi, quelque part aussi, vouloir me connecter, ou en tout cas, lorsque je pars faire une expédition, amener mon téléphone avec moi, si ce n'est pour, et avec l'espoir d'être secouru? En d'autres termes, on se rend compte qu'on est entré dans une modalité d'être de la cité qui fait que les hommes, et les femmes aussi d'ailleurs, aiment être en sécurité. Et le lien que l'on entretient avec cette intelligence artificielle qui nous relie au reste du monde, eh bien, nous rassure. Nous rassure personnellement lorsque nous regardons nos écrans et que nous existons dans une identité qui, certes, n'est pas moi, mais qui finalement me permet d'exister pour tous dans un monde public qui ne m'appartient plus. Une connexion aussi qui me permet de me sécuriser. Un lien aussi qui me permet de me rattacher à mon médecin s'il a un ensemble de données qui me concernent. Parfois, je peux vouloir donner ma donnée aussi. C'est ça qu'il faut envisager. La capacité d'un patient de dire à son médecin « j'ai envie de vous confier mes données pour que vous puissiez m'aider ». Certains n'ont pas peur de dire que ça peut tomber dans l'open source même parce que quelque part, je n'ai rien à cacher. Et en même temps, on a envie de se dire jusqu'où et combien de temps. Parce que la problématique de la donnée, c'est aussi qu'elle me survit. Alors, je parle de la peur de la mort, mais vous savez, je le dis toujours avec une sorte de, comment dire, de déréliction. Je mets toujours ça à distance, moi, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que tout simplement, on remarque que depuis l'origine, les hommes ont essayé de se transcender, se dépasser. Ils ont, comme le disait ce fameux mythe de Prométhée, voulu dérober les choses, les dérober pour qu'à la dérober, justement, ils puissent non seulement dépasser, transcender les dieux, mais en même temps dépasser cette limite qui était celle de la mort. En même temps, on réalise qu'aujourd'hui encore, les hommes recherchent cette immortalité, puisqu'on voit de plus en plus d'individus se tourner vers l'ingénieur médecin ou le médecin ingénieur. Je ne sais plus quelle est la fonction qu'il faut dire pour nommer le médecin du futur, ou du moins celui qui aujourd'hui travaille sur l'exosquelette, travaille sur les nanotechnologies, etc. Parce que finalement, tout ce désir de maîtriser l'objet et d'entrer en relation avec lui, c'est vouloir aussi intégrer dans ce vivant qui est le mien, un ensemble de choses qui ne sont pas vivantes, qui sont hybrides et qui me permettent finalement de devenir ce surhumain dont parlait Nietzsche. Sauf que Nietzsche, lorsqu'il parle du surhumain, il vous parle dans le Ainsi parlait Zarathustra, il dit qu'il faut quand même monter et gravir la colline. Hein. Quand Zarathustra a eu 30 ans, il gravit, etc. Ça veut dire qu'il faut monter en haut de cette colline pour pouvoir ensuite redescendre vers les hommes. Ça veut dire aussi que le surhumain, c'est quelque chose qui se travaille de manière individuelle. Ça veut dire que le dépassement de soi et comment dire, la façon dont on surpasse aussi la peur de la mort, c'est totalement personnel. Ce qui veut dire que le nouveau virus, qui serait un nouveau virus lié à la data traçabilité, ne serait pour moi qu'un symptôme de la peur de la mort et surtout un symptôme de la peur de ne plus être vivant. Donc le virus qui d'habitude peut tuer le vivant, eh bien là on a un nouveau virus qui se révèle ou qui se manifeste dans la cité, qui est la peur de ne plus être vivant, avec ce besoin, cet appel permanent à la sécurité. Et puis cette IA serait la nouvelle béquille. Quand on pense à Freud, rappelez-vous, il disait que la béquille, quand on n'a plus la foi en Dieu d'une certaine façon, ou quand on n'a plus son père, c'est Dieu. Et quand on n'a pas Dieu, ou quand on veut quitter Dieu, eh bien vous avez la religion opium du peuple, comme aimait à le dire Marx, ce qui veut dire quelque part que l'IA aujourd'hui, ce serait peut-être ce qui serait source d'espoir pour celui qui se sent défaillant, en se disant petit à petit, peut-être que dans une nanotechnologie qu'on insérera dans mon cerveau, dans quelque temps, cette mémoire qui me fait défaut pourra ressurgir et redonner du sens à ce corps qui a été marqué par la trace de ces événements qui relèvent du son vécu. Alors, on va encore plus loin.
s'il y a une maladie de la mort, dans la crainte de la mort, si le vivant n'accepte plus l'incertitude au point de vouloir absolument être surmonté, et y compris être surmonté par le transhumanisme, on peut s'interroger maintenant sur ce qui reste après. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me connecte, je donne sans donner, je ne sais plus ce que je donne, en tout cas ça reste. Ça reste quelque part et ça me survit. Et je crois que ce qui peut être un problème aussi pour ce nouveau virus et le nouveau virus à venir, c'est qu'une fois que quelqu'un n'existe plus, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a passé à trépas, c'est-à-dire lorsque la vie n'est plus là, et que soudain, une identité post-mortem envoie un mail à vos amis, à votre famille, pour dire « Bonjour, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je pense à toi, je t'aime », etc., etc. À une famille qui est bien éprouvée puisque je ne suis plus, eh bien, on se rend compte que là, il y a une sorte de décalage absolument inquiétant du point de vue, bien sûr, de l'interrogation que pose tout ça. C'est-à-dire que si je suis vivant, et rappelez-vous ce que disait Sartre, être vivant, c'est être en proie, hein, être mort, c'est être en proie au vivant, pardon, ben, ça veut dire qu'une fois qu'on va au-delà de ces limites, une fois qu'on dépasse ce cap-là, eh bien, il y aurait une façon d'être particulière, puisque de façon post-mortem, il pourrait y avoir une identité qui continue à exister, me représenter et qui parlerait en mon nom alors que je ne serai plus là pour être, entre guillemets, le garant de ce qu'elle va dire, de ce que les intelligences artificielles, dans la combinatoire de ce qu'elles vont lui faire dire, va formuler à ma place, à la place de celui qui n'est plus là. Donc, vous l'avez compris, la data traçabilité, pour moi, c'est le nouveau des virus parce que pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui conduit à penser que plus ça va, moins nous réfléchissons peut-être. Plus nous donnons librement et notre volonté est aveugle. Cette volonté est aveugle qui appelle finalement à de la vigilance. Comment rompre avec l'ordre du fatalisme si on veut entrer dans l'ère moderne en se disant qu'il faut quand même intégrer les outils modernes? Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que l'intelligence artificielle, c'est absolument négatif, puisqu'on sait très bien tous les progrès qui sont permis grâce à l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas non plus de renoncer et de refuser le progrès. Il ne s'agit pas non plus de renoncer aux paradoxes liés à la data traçabilité. Cela veut simplement peut-être dire qu'il faut reprendre possession de soi, à la manière des philosophes, puisque, rappelez-vous, ce moment particulier de la pensée de midi de notre ami Camus, lorsque il pense et qu'il réfléchit à la question de la peste, et lorsqu'il vous dit que les rats ont envahi la ville d'Alger, et lorsqu'il représente ces rats, il pense bien sûr au nazisme qui a envahi l'Europe, et on peut se dire que l'intelligence artificielle pourrait être aussi la pourvoyeuse d'idées qui seraient, entre guillemets, le libre totalitarisme qui s'exprimerait à travers des outils informatiques. Eh bien quand même, nous avons un philosophe, rappelons-le, qui a été malade du poumon, donc qui sait ce que c'est que la pneuma qui s'épuise. Nous avons quand même un philosophe qui nous rappelle qu'à un moment donné, eh bien, le bacille se rendormira dans les armoires et dans les torchons et les serviettes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on oubliera tout ça. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous cliquez, que vous donnez votre accord et votre assentiment, la machine, elle ne l'oublie pas. Les photos que vous mettez sur Internet, elle ne les oublie pas, elle ne les efface pas. Et quelque part, eh bien, la décence, ou en tout cas l'intelligence, voudrait que pour sortir du monde de la doxa et de l'opinion de la caverne dont nous parlait Platon, eh bien, il faille pratiquer cette fois-ci cette philosophie à coups de marteau. Non plus le petit marteau délicat, on va dire, du médecin qui écoute les organes souffrants, mais bien détruire en quelque sorte, parce que détruire, c'est reconstruire un ordre nouveau. Et je pense qu'en un an, avec la Covid, nous avons tellement fait d'évolution que nous avons en pratique des outils numériques sans véritablement analyser, parce qu'on en avait besoin, sinon on était coupé de tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut poser le temps de la réflexion pour voir véritablement comment on veut utiliser ces outils, comment on veut quelque part donner ou pas libre accès à certaines de nos données, et surtout ne pas, comme disait Bachelard, vivre dans ce monde en étant des somnambules. Donc il s'agit de se réveiller et d'avoir une vigilance absolue, puisque quelque part il s'agit bien là, dans ma description, de problèmes éthiques, de problèmes philosophiques, mais aussi de problèmes complètement personnels, puisque ça relève de la subjectivité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci aux 3 intervenants. On va passer à la séance de questions, mais avant, je salue l'arrivée du professeur Patrick Baquet, notre doyen. Patrick, je t'invite à venir à la tribune. Alors, je vais essayer de faire un exercice un peu, on va dire, délicat numériquement, c'est-à-dire de prendre à la fois des questions dans la salle en présentiel et des questions pour nos internautes à distance. Donc, je vais essayer de lever la main, mais en même temps, je n'arrive pas à vous voir tous. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans l'amphi en présentiel? Auquel cas, je me déplace avec le micro. Hop là, j'arrive. Merci. Bon, je me présente en 2 minutes. Un certain nombre ici et puis me connaissent. Je m'appelle Alain Paco. Donc, je suis centralien, c'est-à-dire que je suis excellent en rien, contrairement à vous qui êtes très bon dans un certain nombre de domaines. Et je m'intéresse depuis des années. Je suis un expert international de, on va dire, la recherche et l'innovation dans plusieurs domaines. Aéronautique, spatiale et défense, les armes du futur, hein, les avions du futur, les satellites du futur, etc. Mais également tout ce qui concerne la révolution numérique qui est en marche dans le monde. Ça veut dire quoi? Robotique, intelligence artificielle, big data, réalité augmentée, réalité virtuelle, blockchain, Internet des objets, etc. Bon, cette révolution numérique, je suis connecté à un réseau de futurologues également dans le monde entier. Bon, je suis habitué à travailler, je dirais, connecté à des dizaines de milliers d'experts un peu du monde entier. Soit pour développer des idées techniques, hein, dans le cadre du groupe Airbus, parce que j'ai bossé dans le groupe Airbus, soit maintenant avec des startups ou avec des écosystèmes, mais également pour réfléchir à l'avenir de l'humanité dans tous les domaines, hein, dans 20 ans, dans 50 ans, dans tous les domaines de l'humanité, environnement, géopolitique, sécurité, santé, etc. Bon, donc il y a clairement 3 révolutions en marche. Moi, je vais m'intéresser à la médecine. Ce qui m'a surpris, en fait, j'ai des questions. Hein. D'abord, je fais 2 commentaires. Vous limitez la révolution un peu digitale dans la médecine aux data. Mais pour moi, la révolution digitale dans la médecine, ça va bien au-delà de ça. En gros, si on regarde ce que fait la Corée du Sud, par exemple, qui a pour moi 10 ans d'avance sur la France, hein, en médecine, dans 2 domaines. Dans le domaine de la santé, c'est-à-dire la numérisation de la santé, la numérisation des hôpitaux, il n'y a plus un papier chez eux depuis 10 ans. Hein. Donc ça, c'est pas les datas, quoi. C'est la numérisation du système de santé. Ça leur a permis quand même d'être plus efficaces que nous, 30% moins cher. Bon. C'est beaucoup moins administratif, on va dire, globalement, pour résumer. Deuxième chose, la technologie dans la santé, dans les hôpitaux, c'est-à-dire des robots dans les hôpitaux, hein, pour faire des opérations, de l'intelligence pour remplacer des médecins, de la domomédecine, c'est-à-dire des capteurs chez les gens et dans les gens, qui communiquent en temps réel avec une intelligence artificielle, qui fait un diagnostic et qui envoie éventuellement par drone des médicaments, enfin là je vais un peu à l'extrême, ou qui, quand il ne sait pas faire, appelle un médecin. C'est dans des maisons de retraite, de l'intelligence artificielle sémantique, mais également sémantique, c'est-à-dire qui comprend le sens, qui est capable de discuter avec vous croyez que c'est un humain, mais également émotionnel, c'est-à-dire qui est capable de capter vos émotions, et également psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une notion psychologique, et ça, dans des maisons de retraite, ça peut être sympa, hein, pour soigner la solitude, en particulier en Europe. Donc pourquoi vous parlez pas, vous limitez qu'aux data, parce que moi, ça me semble vraiment un tout petit bout du problème numérique dans la santé, hein. Et en France, il y a énormément, enfin dans toute l'Europe, hein, il y a énormément de choses à faire. Deuxième chose, pourquoi c'est très franco-français, c'est-à-dire moi, je suis habitué à travailler connecté au monde entier, hein, comment dire, il faut faire du benchmark pour savoir, il me semble, hein, et l'impression que j'ai un peu, c'est que c'est franco-français. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Donc c'était un peu les 2 questions. Je ne sais pas trop qui peut répondre. Le mot data, je l'ai employé moi, donc je vais vous répondre déjà aux premières questions. L'idée aujourd'hui, vous l'avez bien compris, un temps de parole d'un quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas le temps de développer tous les sujets. Donc l'idée, c'était pour moi d'en cibler un et de le recentrer sur ce rapport entre les datas. Et si je voulais cette espèce de jeu de mots, entre guillemets, de dire est-ce que c'est un nouveau virus que d'être tracé ou pas. Voilà, c'était ma question. Mais une question franco-française, vous avez raison, même localisée en terre niçoise. Pourquoi? Parce que quelque part, je n'avais à répondre que sur une question de comment on positionne ce questionnement, pour moi, qui est purement philosophique,
Et à partir de ce questionnement philosophique, comment on pouvait répondre par rapport à cette problématique-là. Maintenant, si vous voulez qu'on élargisse, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres rencontres et on le fera. Parce que, vous l'avez bien compris, si on est là pour discuter ainsi, on n'est pas totalement technosceptique, mais on n'est pas totalement techno-enthousiaste. Ça veut dire aussi qu'on reconnaît que dans la médecine, il y a des robots intelligents, il y a de l'aide à la décision, il y a plein de choses qui se font. Et effectivement, il fallait limiter notre propos parce qu'on n'avait pas le temps de tout développer. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, mais peut-être que Gaspard peut-être veut répondre ou ajouter une... Oui. Non, c'est volontaire. Ce soir, on est resté sur des choses, j'oserais dire, de base. Alors effectivement, en 1998, quand j'ai visité l'hôpital d'Incheon, au sud de Séoul, effectivement, on avait déjà, on va dire, la prescription au lit du malade, etc., alors que nous, on ne savait même pas encore ce que c'était. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez bien de système d'information. Et en termes de système d'information, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on va noter l'information dans un système. On ne la note pas pour nous, on la note pour celui qui vient derrière. À partir de là, on peut espérer qu'on ait une qualité numérique qui soit l'identique d'une qualité papier. Or, si vous regardez la qualité papier, elle est pleine de trous et la qualité du numérique l'est encore plus. En octobre, un de nos collègues, Olivier Imbert, on va dire, organise le premier DU d'IA et santé. Dedans, j'ai spécifiquement choisi d'intervenir sur la qualité de la donnée de santé. En fait, c'est un petit peu la leçon que je tire de ces 30 dernières années franco-françaises, où on a travaillé un peu sur la modélisation des données, un peu plus, mais ça, ce sont les entreprises qui l'ont fait sur les systèmes d'information, et très peu, en fait, sur le partage et la réalité du partage. Quand tout à l'heure, je vous ai dit qu'en milieu ambulatoire, c'était très difficile de s'échanger les données, alors qu'on est en train à peine de pouvoir mettre en place des choses. Je dis bien à peine, puisque c'est encore à l'état expérimental dans notre GHT, 13 hôpitaux dans le département des Alpes-Maritimes. On en est encore à se poser des questions de qui a droit de lire quoi, alors que les choses sont, entre guillemets, assez simples. C'est celui qui traite le patient. Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe. Ce paradoxe, est-ce qu'il est franco-français? Et je terminerai là-dessus. Il m'est arrivé, en fait, et professeur Baquet, on est un peu plus jeune, moi aussi, sur l'adaptation de logiciels américains. Parce que ça a été ça, la France. En France, les revendeurs de systèmes d'information ont simplement pris des choses américaines. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Patrick, c'était TDS, à cette époque-là, on était à l'Archer. Et donc, en fait, ce n'était pas le problème technique, c'était le problème de nos organisations. On ne travaillait absolument pas avec des dictionnaires de prescription. On ne travaillait absolument pas avec des dictionnaires de médicaments. Et donc, quelque part, peut-être que là-dessus, on n'a pas été assez vite. C'est sûr que la rentabilité d'un système d'information déployé en France dans un CHU, c'est 32 clients simplement. 32 CHU, 32 clients. Qu'est-ce que vous voulez qu'une entreprise puisse imaginer comme bénéfice? Donc on a eu des grands de ce monde, hein. Siemens a mis la clé sous la porte, a revendu son applicatif à celui qui lui fournissait la base de données Intersystem. Et puis maintenant, on a pris un autre éditeur allemand, Agfa avec Orbis, à croire que même en France, on n'est pas capable de monter des choses. Voilà. Donc ça aussi, c'est une réalité. Et c'est vrai que pour l'instant, pour cette première rencontre, on a essayé d'être le plus, entre guillemets, centré sur la donnée, l'identité du patient. L'identifiant national ne date que de janvier 2021, alors qu'on l'appelle de nos voeux depuis des années. Voilà, ça c'est un élément, et donc dans notre communauté d'informatique de santé, effectivement, hein, il y a eu des missions qui ont été faites, il y a eu du benchmark qui a été fait, mais dans d'autres pays où les cultures sont différentes. Voilà. Donc je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il y a tranquillement à progresser. On le voit bien dans ce qui nous a été dit, la culture de la donnée, elle est complètement différente chez nos enfants. Et je suis persuadé que nos enfants
auront un rapport à la donnée complètement différent du nôtre, c'est clair. Ils ont plus peur de s'exposer. Alors que nous, eh bien, d'ailleurs, ils ont tellement plus peur que les arguments que l'on trouve dans les minutes des procès sont effroyables. Mais je l'ai écrit, mais je ne le pensais pas. Donc, ça nous invite aussi à réfléchir. Alors après, rassurez-vous, sur la robotique, il y a des choses qui se font. C'est vrai que ce sont des éléments qui restent encore à bien structurer. Et puis, il y a un RHU qui est en cours chez nous sur la réalité augmentée en chirurgie orthopédique. Et donc, voilà, j'espère que sous 5 ans, on aura des choses à montrer. Et puis, il y aura d'autres rencontres Smart Santé sur la faculté de médecine qui permettront effectivement, comme vous l'avez si bien dit, d'aborder les autres points, évidemment. Dans le délai imparti, on a essayé de se focaliser sur les données. Alors, je n'arrive pas à voir si dans le chat, s'il y a des questions, en fait, puisqu'on a des questions au départ techniques, mais qui marchaient. Mathieu, est-ce que c'est possible de remonter le chat pour que je vois en fait les dernières remarques ou pas? Par souci d'équité, j'aimerais bien qu'on puisse prendre une question en présentiel et une question en distanciel. Si mais possible. Les gens à distance peuvent prendre la parole. Hein. Oui, on n'est pas très nombreux, donc si vous avez des questions, allumez votre micro et n'hésitez pas à prendre la parole. Et après, je verrai vers qui je réaiguille la question. Le paradoxe du digital, tout le monde est muet finalement. Moi, je vais lancer, j'avais une question et c'était la fin de mon exposé. Je me pose la question quant à l'expérience des Canadiens sur le don de la donnée, avec leur projet Pulsar à Laval, au Québec. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce type d'approche? C'est-à-dire, eh bien, écoutez, je donne mes données à la science, un peu comme je donne mon corps à la science. Si mes organes ne m'appartiennent pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez une idée, Gaspard Koenig? Merci. Justement, le droit de propriété, il permet l'usus, le fructus et l'abusus. Et donc, il permet aussi le don. Mais on ne donne bien que ce qu'on possède. Et donc, c'est bien quand vous possédez vos données ou quand vous possédez votre corps que vous pouvez véritablement le donner. Et du coup, vous voyez, les deux approches de santé publique que je développais au début se matérialisent dans cette question. Aujourd'hui, par exemple, sur le don d'organes, les procédures de opt-out sont de plus en plus restrictives. C'est-à-dire que, par exemple, d'abord, vous devez être inscrit, vous devez opt-in, enfin, vous devez volontairement opt-out dans un registre des non-donneurs pour ne pas donner. Et par ailleurs, la famille a de moins en moins, voire plus du tout, je crois, le droit de s'opposer au prélèvement d'organes. Et on discute de savoir à partir de combien de tentatives de réanimation on peut, donc sans l'accord des parents, prendre les organes, surtout d'un donneur jeune, et qui sont donc très utiles. Et donc, vous avez une approche, au fond, quasiment de… Et l'étape supplémentaire, ça sera de dire, voilà, et donc Mme Aguichinsky serait ravie, serait de dire, comme la santé est un bien public, et qu'au fond, on est tous d'accord qu'il n'y aura pas de résurrection et que Dieu n'existe pas, eh bien, à ce moment-là, c'est un peu égoïste de bénéficier de potentiels greffes ou de bénéficier des progrès de la médecine sans soi-même donner ses organes. Et donc, la conséquence logique de ce paradigme, c'est de nationaliser le cadavre, si vous voulez, et de dire, désormais, il n'y a plus d'opt-out, tout le monde est donneur par défaut. Dans une logique patrimoniale, et donc ce qui vaut pour les organes vaut exactement pour les données, c'est la même chose. Dans une logique peu patrimoniale, c'est vous qui allez décider de quoi, comment et à quelles conditions. Et évidemment, se pose la question de la transaction, qui est particulièrement glauque. Mais enfin, elle n'est pas si glauque que ça, parce que quand vous voyez le scandale intéressant des hôpitaux de Paris qui ont revendu des cadavres à des boîtes automobiles, mais quelque part, c'est normal, parce que ces cadavres ont un coût d'entretien. Et moi, je me rappelle en avoir parlé avec Guy Valencien il y a quelques années, qui me donnait le prix, effectivement, 700 €. Et effectivement, celui qui a donné le cadavre, entre guillemets, enfin du moins sa famille, lui ne touche rien. Sachant qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi de se faire payer de bonnes obsèques, par exemple. Et donc,
c'est exactement comme avec les datas. Les gens disent « Ah ben non, mais on ne va pas monétiser les datas, vous vous rendez compte, c'est terrible, les données personnelles, c'est intouchable, c'est comme le corps, c'est comment on dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est non patrimonial. » Bah oui, mais du coup, ces données, elles sont pourtant monétisées, de même que les cadavres sont monétisés aujourd'hui. Et le producteur de la matière première, lui, n'en bénéficie pas parce que pour des raisons morales, on l'exclut de la chaîne de partage de valeur. Alors, qu'est-ce qui est le plus moral? De contribuer au profit de Facebook en donnant ces données sans rien avoir en retour, ou de pouvoir introduire une forme contractuelle où on décide d'abord de ce qu'on peut toucher en retour ou de ce qu'on ne veut pas toucher parce qu'on décide de les donner. Et donc là, la question du don, si vous voulez donner votre cadavre, à ce moment-là, vous pouvez d'autant mieux le donner que vous aurez aussi eu toutes les autres possibilités qu'offre le droit de propriété. Et on parle du fructus, mais il faut parler aussi de l'abusus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre cadavre. Par exemple, l'humusation est interdite en France. La cryogénisation est interdite en France, alors que vous ne faites de mal à personne. Et pourquoi c'est interdit? Quand vous lisez les arrêtés du Conseil d'État, ils expliquent ça, ils disent au nom de la dignité humaine. Et la dignité humaine, quelque part, a remplacé Dieu dans le... C'est l'ultime, si vous voulez, c'est l'ultime propriété du corps, c'est le Conseil d'État qui décide ce que vous avez le droit d'en faire. Alors même qu'encore une fois, vous ne posez pas de risque, pareil, je crois, pour l'immersion en mer, vous n'avez pas le droit non plus. Donc moi, je pense que beaucoup de ces problèmes peuvent se résoudre par la patrimonialité et que le sujet des organes et du corps est à touche-touche avec le sujet des datas, pour les raisons que j'avais évoquées précédemment et qui répond, je pense, à votre question. Merci beaucoup. Oui, merci déjà pour vos présentations, c'était très intéressant. Et ce qui est autour de la politique de santé publique comme de l'identité numérique, c'est le patient, on le voit bien. Mais c'est le patient qui doit être informé, qui doit être éduqué. Et quand on écoute Laurence Vanner, on s'aperçoit que effectivement le patient connecté, en tout cas l'individu connecté, pourrait être transformé, devenir un autre être qu'il n'a pas désiré d'être. Mais à la fois, le seul moyen qu'il devienne autre chose aujourd'hui, c'est d'être connecté. Parce que, outre effectivement les sollicitations marketing et les sollicitations commerciales, dont peut-être on n'aurait rien à faire, mais également le système pourrait nous proposer des solutions pour nous améliorer. Je fais du sport et des fois je me connecte sur des systèmes et puis j'ai des plans d'entraînement qui me sont proposés et ils me font progresser. Il pourrait y avoir des plans éducatifs également. Donc, je dirais que il y a du mal, il y a du bien, quoi. Le tout, c'est voilà, qui arbitre. Et sans être dans le tout blanc, tout noir, il faut tracer le juste chemin. Alors peut-être qu'avec un peu plus de maturité, parce que ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui, c'est que l'humain est complètement inadapté face aux outils, face au numérique. Notre capacité de réaction, ne serait-ce que notre capacité de gérer les mails est tout à fait insuffisante par rapport à tout ce qu'on reçoit. Mais peut-être qu'il nous faut encore de la maturité. Le numérique est récent, en tout cas dans la population. Et peut-être que d'ici quelques années, je reste optimiste et je veux le demeurer. Je pense que ce sera un moyen aussi pour les individus de sortir de leur être, mais d'être prisonniers de leur être et d'être des êtres augmentés, effectivement, mais dans le bon sens du terme. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question. En fait, le lien que j'ai établi avec Platon, je l'ai fait sciemment au début pour vous placer dans cette dichotomie entre le monde sensible, le monde de la caverne, le monde un peu de l'illusion, auquel fait penser parfois le simulacre ou les simulations liées à une intelligence artificielle. Il faut savoir que moi, je suis quand même plutôt techno-enthousiasme, donc je prêche toujours une forme de sagesse pour dire qu'il faut sortir de la caverne, donc il faut sortir de devant son écran, et pour se rendre compte que finalement, ceux qui font les algorithmes, les ingénieurs, ceux qui ont un langage informatique qui est de l'ordre de l'abstraction pour celui qui utilise l'Internet et qui ne connaît pas du tout le fonctionnement, ce qui se passe derrière l'écran, eh bien, on prend quand même conscience qu'il y a beaucoup d'électronisme aussi. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, on est peut-être des privilégiés quand on sait se servir véritablement d'un ordinateur, la capacité à comprendre et accéder à des open source, etc. C'est déjà le fruit d'une connaissance ou d'un travail pour connaître ces choses-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent un ordinateur et malheureusement ne savent pas véritablement comment ça fonctionne, ne savent pas véritablement ce qui se cache derrière. Le mot algorithme, c'est presque comme un mot tellement abstrait
oui, c'est de l'algorithme, mais c'est pas grave, en gros. Et puis, on donne des ordinateurs ou des tablettes à des enfants pour qu'ils jouent. On coche rapidement des oui, des non, et on se rend compte qu'on entre dans une transformation. Et c'est là qu'il faut être vigilant pour les vulnérabilités. C'est quand même le thème de notre laboratoire. Parce que quelque part, bien oui, l'intelligence artificielle, le robot qui me parle, modifie mon comportement, le champ de ma conscience. Et à ce moment-là, je parle à un être qui est un être simulé, ce n'est qu'une machine. Et en même temps, j'ai l'impression de m'adresser à un alter robot. Et je deviens, si je suis transformée moi-même par l'ingénieur médecin, le Etche robot, c'est-à-dire je deviens l'homme qui est cet homme moitié robot. Donc il y a toute une espèce d'interaction comme ça qui questionne les philosophes, il me semble. Je dis les philosophes, je ne sais pas si Gaspard est de mon avis. Et sans être pessimiste, il faut se dire, voilà, sortons de la caverne, sortons de ces illusions et allons voir, et allons chercher ailleurs. Et effectivement, jusqu'où on peut pousser une forme de libéralisme. Et pourquoi pas, comme dans certains pays, dire on donne sa donnée, après on a de l'open source et c'est ouvert à tous si on en a envie. Mais c'est un choix, c'est un modèle de société et bon, il faut y réfléchir. Un passage. Juste le fait que tu aies cité open source me renvoie à l'histoire de l'open data et de ce jeune, alors il était de Centrale ou des Mines, qui a mis Covid Tracker et qui dit partout désormais qu'il milite pour l'ouverture des données épidémiologiques. À croire finalement qu'il s'est heurté à, on va dire, un mutisme qui est de dire mais non, tout va bien, il n'y a personne d'infecté, alors que c'est complètement le contraire et c'est parce qu'on connaît le phénomène qu'on a pu, entre guillemets, travailler. Alors c'est sûr que c'est difficile, les mesures de confinement qui ont été prises ont été violentes. La suite ne l'en est pas moins pour les entreprises qui malheureusement ne se réveilleront pas. Pour autant, j'ai été surpris parce qu'on a mis en avant, alors l'open data, chez nous, ça date depuis plus de 10 ans, d'accord ? Et beaucoup disent, ben oui, je mets en open un fichier Excel et un fichier PDF, ce qui veut dire que derrière, pour pouvoir le retravailler, eh bien, l'effort est tellement important qu'on ne va pas le faire. Donc, c'est aussi le paradoxe dans lequel on est, et on revient encore sur de la data. Il y avait eu toute comment dirais-je, le beau travail d'OpenStreetMap, jusqu'à travailler sur les façades, etc., par rapport aux modélisations, oui, voilà, sur du la pollution, bruit, sur le bruit, sur plein d'autres aspects. Et j'ai l'impression que les choses sont devenues un petit peu trop longues à mettre en œuvre. Voilà, c'est ça. Laurence, une réponse courte avant de céder la parole à Monsieur le doyen. Il y a peut-être une petite chose aussi qu'on peut ajouter brièvement, c'est le fait qu'on puisse aussi avoir envie d'avoir une puce sous la peau dans laquelle est contenue peut-être votre histoire au sens de votre état de santé. Si c'est le libre choix du patient, parce que justement, il fait des allergies, il a des problèmes de santé terribles et ça le rassure et que ça lui permet de lui sauver la vie, ça devient le choix personnel. Voilà. Et c'est un questionnement à avoir aussi. Est-ce qu'un patient peut décider d'avoir une traçabilité extrême, mais parce qu'il a besoin, comme je disais tout à l'heure, c'est ce besoin de sécurité, parce que on a peur de la mort et on veut prolonger sa vie si c'est possible. Gaspard, peut-être quelque chose, un petit mot à ajouter? Bon. Alors, on va céder la parole à Monsieur le doyen pour la conclusion. Mon cher Patrick. Merci beaucoup. Alors, en premier, je voudrais m'excuser d'avoir raté les communications, mais comme elles sont enregistrées, c'est l'avantage du numérique. Je vais pouvoir les voir parce que c'est un sujet qui me passionne véritablement. D'abord, je voudrais remercier Gilles Maignan, Laurence Banin et Pascal Tassini d'organiser ce genre de manifestation au sein de la fac de médecine. C'est très important de traiter d'éthique parce que c'est de l'éthique dont il s'agit. Dans une faculté de médecine, on n'est pas là que pour enseigner des maladies, leur traitement. On est là pour enseigner, moi j'aime beaucoup cette phrase qui définit pour moi la pédagogie, on enseigne plus ce que l'on est que ce que l'on sait. Et c'est un peu le problème du numérique, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'un étudiant, finalement, il ne va pas retenir de vous ce que vous savez, il va retenir de vous ce que vous êtes, la façon dont vous vous comportez. Et ça, c'est très, très important. Alors, le sujet du numérique et de la traçabilité, du numérique dans la santé en général, c'est un sujet très complexe, et Pascal l'a bien dit, les volets sont multiples, on ne peut pas tout traiter, c'est immense, entre la robotique,
le stockage des données, les big data, il faudrait faire un colloque par sujet. En ce qui concerne la traçabilité, moi, ce qui me frappe en y réfléchissant un peu, parce que je me suis dit, oulala, il va y avoir des gens qui savent beaucoup de choses, qu'est-ce que ça m'évoque? En fait, ça m'évoque une atomisation du principe du secret. Parce que la médecine, la relation médecin-malade est basée sur le secret médical. Il y a eu, moi je me souviens quand j'ai fait ma thèse en 1998, j'avais des dossiers papier et le type des archives me disait, attention, si vous sortez de l'hôpital avec ce dossier, vous risquez une peine au pénal. Je me souviens très bien de ça. Et j'avais des tonnes de dossiers parce que j'ai fait ma thèse sur les cancers du côlon et du rectum. Donc j'ai revu 1000 malades et c'était, sur le plan logistique, c'était pénible de se trimballer les chariots avec des dossiers qui pesaient 10 kilos. À partir du moment où l'information médicale que dirige Pascal est apparue, tout ça a à peu près disparu, sauf qu'est apparue la rupture totale du secret médical. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un énorme problème, un problème éthique. C'est-à-dire que les étudiants en médecine de la faculté qui sont en stage à l'hôpital peuvent avoir accès à ma sérologie VIH. C'est une réalité depuis 20 ans. Moi, c'est comme ça que j'ai appris que certains de mes maîtres avaient des maladies. Comme j'avais un peu l'esprit mal placé, je suis allé voir leur dossier pour savoir quelle maladie il y avait. C'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe sur le plan de l'éthique médicale, les données, les big data. Alors, ça me fait penser, c'est comme si on greffait un moteur de jet, d'avion, sur un Zodiac. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un outil qui est énorme de puissance, mais il faut maîtriser cette puissance. Et c'est très difficile de maîtriser la puissance parce que la puissance est énorme à tous les niveaux. On le voit dans la société en général. On voit l'affaire Mila, par exemple. Pourquoi il y a l'affaire Mila? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Pourquoi il y a la diffusion de l'information? C'est des histoires qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 20 ans, que ça se passe, une espèce de lynchage numérique qui est en fait une traçabilité déviée. Donc ça pose des problèmes énormes, en particulier dans le milieu médical, parce que l'on doit soigner des patients qui ne veulent pas qu'on sache quelle est leur maladie. Et il faut garder le secret alors à l'ère des big data et de l'exploitation des données et de l'exploitation commerciale des données potentielles. Moi, j'étais hier à une réunion qui partait d'un bon sentiment. C'est le projet qu'on a au sein de la région, de la métropole, qui est d'essayer d'analyser les déterminants sociaux pour prévenir les maladies. Donc, ça a un but de santé publique. Mais quelqu'un a dit dans cette réunion, l'impact économique peut être très intéressant pour les décideurs politiques. Effectivement, si on a une meilleure analyse des déterminants sociaux des maladies, on peut construire toute une économie dessus. Mais ça pose des problématiques qui sont énormes. Donc, merci d'avoir... J'espère que vous pourrez rapidement refaire un colloque sur ces aspects-là qui sont passionnants, en faisant venir des étudiants en médecine pour qu'ils puissent bénéficier de cet enseignement. Alors, c'est un enseignement, comme toujours en éthique, qui est valable quand les gens ont une certaine maturité, parce qu'au bout d'abord, ils apprennent la médecine, et puis après, ils se posent la question de l'éthique en médecine. Donc, vraiment, l'utilisation du numérique pour les soins, pour la santé en général, la traçabilité, ce sont des sujets fondamentaux. Merci de les avoir amenés dans cet amphithéâtre Henri Richel, qui doit se retourner dans sa tombe avec, quand il entend tout l'impact possible. Il me disait toujours, en médecine, il faut rester les pieds dans la glaise. Et je crois que c'est très important. Plus on a un outil puissant, plus il faut essayer d'avoir les idées claires sur les grands principes moraux, les grandes règles, et pas se laisser emballer par la modernité et la fascination qu'on peut avoir avec ces outils numériques qui sont fascinants, dont la puissance nous fascine. Donc merci 1000 fois d'avoir organisé ce colloque. On aura l'occasion de le développer encore plus dans le cadre des masters et de tout ce que vous organisez. Oui, c'est ça, parce que l'année prochaine, on ouvre une unité de master, donc tous les jeudis après-midi, 4 heures, qui s'appelle épistémologie de la décision médicale à l'heure du numérique, pour essayer de mettre nos étudiants dans cet élément de réflexion. C'est en L3, donc c'est au début. Le programme de l'internat a changé et donc c'est de plus en plus de les amener en fait à l'usage raisonné de ces technos. Merci en tout cas de ta présence, Patrick.
Avant de lancer le film de la fin, je voudrais remercier le professeur Gaspard Koenig d'être avec nous ce soir, le professeur Stassini, le professeur Vanin et notre cher doyen, le professeur Baquet, qui nous a fait le plaisir de conclure cette soirée. Le film. Merci beaucoup. Mathieu, le film. Merci à tous les participants. Merci beaucoup de votre présence. Je vois le message de Edmond Cissé que je salue depuis un certain temps, que je n'ai pas vu. Edmond, tu es toujours là. Tu peux prendre la parole si tu veux. Ou Jean Testa, j'espère que tout va bien. En tout cas, merci de votre présence. Et puis, vous l'avez compris, ce seront des rendez-vous qui vont être réguliers. Tant pour le public, le grand public, les patients. On a la chance d'avoir à Nice le centre de patients partenaires. Donc, ce sont des éléments que l'on va construire avec eux. Merci et très bonne soirée. Au revoir. On va couper.